Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass. Lors de la dernière édition, nous nous étions plongés dans le monde des coopératives avec le cofondateur de Mobicop et du réseau Licorne, Bastien Sibylle. Si vous l'avez loupé, cette masterclass et toutes les autres sont disponibles dans votre espace abonné, en avant-première, mais également sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous recevons Jade Lingart, journaliste en charge du pôle écologie à Mediapart, à propos de son livre Paris 2024, une ville face à la violence olympique. Au cours de cette heure, Jade va nous permettre de comprendre ce qui pose problème et en quoi la tenue de ces Jeux olympiques est une question éminemment politique. Pendant le visionnage, n'hésitez pas à poser vos questions. Jade y répondra en direct, juste après la fin de la diffusion. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass de Blast consacrée aux Jeux Olympiques. Je m'appelle Jade Lingart, je suis journaliste à Mediapart où je suis en charge du pôle écologie. Je suis également autrice d'un livre qui s'appelle Paris 2024, une ville face à la violence olympique. Un livre où j'explique que l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, donc qui vont commencer le 26 juillet, ont tout un ensemble d'effets urbains, sociaux, économiques, écologiques, certains destructeurs et certains aussi assez dramatiques. Je ne suis pas contre les Jeux Olympiques, mais je crois qu'il est important de pouvoir critiquer cet événement et la manière dont il se passe. Mon propos se base sur une enquête de terrain, sur les nombreuses rencontres et interviews que j'ai réalisées depuis 2018, et sur une analyse du modèle économique de ces fameux Jeux Olympiques de l'été 2024. Je dois vous dire que je suis aussi habitante de la ville d'Aubervilliers, et qu'à ce titre, j'ai pris part à la défense des jardins ouvriers des Vertus, dans le quartier Fort d'Aubervilliers, dont une partie a été détruite par la construction du solarium d'une piscine d'entraînement des JO, un chantier finalement arrêté par la justice, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vais donc vous parler à partir de ces 3 expériences et j'espère que ce que je vais vous dire vous intéressera. Alors, j'organiserai mon propos en 5 parties. Une brève introduction, pourquoi s'intéresser aux JO. Ensuite, pourquoi ce méga événement se passe à Paris alors que personne n'a demandé son avis à la population. 3e partie, qu'est-ce qui pose problème ? Et là, on regardera l'économie et l'écologie. 4e partie, le cas de la Seine-Saint-Denis. Et enfin, une conclusion sur quel est le monde des Jeux Olympiques. Et la raison principale, c'est que derrière cet événement sportif, il y a beaucoup de questions politiques importantes. La première question, c'est celle du choix économique. Car organiser des Jeux Olympiques coûte très cher. Le budget des JO de l'été 2024 est aujourd'hui évalué à environ 9 milliards d'euros, un petit peu moins. 9 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, et c'est beaucoup d'argent à un moment où l'argent manque en France pour des dépenses essentielles. On peut penser à ce que réclament aujourd'hui les profs du 93, de la Seine-Saint-Denis. Au moment où je vous parle, on voit une photo d'une manifestation d'enseignants du 93 en pleine grève, avec cette banderole « des euros pour les JO, 0 pour vos marmots ». Et c'est vrai que la comparaison entre les demandes du corps enseignant aujourd'hui pour bénéficier des moyens de base pour faire leur travail correctement, quand on compare ce qu'ils demandent à ce que coûtent les JO, il y a un effet un peu vertigineux, puisque l'intersyndicale des enseignants du 93 demande un plan d'urgence de 350 millions d'euros. Avec cet argent, ils estiment, pourraient être recrutés plusieurs milliers d'enseignants, des accompagnements d'élèves en situation de handicap, etc. Et ce chiffre est à comparer avec ce qu'on estime aujourd'hui que les JO vont coûter à l'État, c'est-à-dire entre 3 et 5 milliards d'euros, selon la dernière estimation du premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Modéré. On ne connaît pas encore le coût des JO. La Cour des comptes va l'auditer après les JO eux-mêmes. Ces jeux devraient coûter entre 3 et 4, 5 milliards, nous verrons bien. Mais c'est pas ça qui a un impact absolument massif. Non. Deuxième question, l'aménagement urbain massif en Seine-Saint-Denis qu'occasionnent ces Jeux Olympiques. On va en parler tout à l'heure, mais ce que je voudrais dire à ce stade, c'est que cet aménagement urbain n'a pas été discuté démocratiquement.
Or, le village olympique va devenir un quartier d'habitation pour 6 000 personnes, et que pour le construire, beaucoup de personnes ont été expulsées. Et ces aménagements n'ont pas fait l'objet de discussions à la hauteur des enjeux que cela représente pour les habitantes et habitants directement concernés. Troisième point, les Jeux olympiques, par définition, sont mauvais pour le climat. Pourquoi ? L'objectif d'émission de CO2 de Paris 2024 est de rejeter 1,58 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est l'objectif, on verra à la fin ce qui a été émis ou pas. Mais pour avoir en tête quand même l'ordre des choses, c'est 1,58 million de tonnes de CO2. C'est la moitié de ce qui a été émis pour les Jeux olympiques de Londres en 2012. Mais c'est quand même énormément de CO2 rejeté. À titre d'exemple, c'est autant que tout ce qu'émettent tous les petits États insulaires du Pacifique, qui sont, eux, les premiers menacés par la montée des eaux du fait du changement climatique, et avoir en tête que Paris est quand même une ville qui s'est engagée dans son plan climat à réduire de 50% ses émissions de CO2 d'ici à 2030. Donc, par nécessité, les Jeux olympiques, ça va faire dévier cette trajectoire de Paris. Et si même Paris ne les prend pas en compte dans son bilan carbone, ça soulèvera de toute manière la question de, du coup, qui sera responsable de ces émissions de CO2 dans les comptabilités. Et en fait, là, la chose à dire est toute simple, c'est que le changement climatique ne se met pas en pause pendant les Jeux olympiques. Quatrième point, la question des libertés publiques et de la protection de la vie privée. Et là, on touche à des choses qui sont vraiment importantes parce que ce sont des problématiques de liberté qui sont encore assez neuves et grandissantes. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que les Jeux olympiques de Paris 2024 vont être l'occasion d'expérimentation de vidéosurveillance automatisée, ce qu'on appelle la VSA, qui utilise l'intelligence artificielle, à savoir les algorithmes, pour fonctionner, et que ça pose des questions de risque d'intrusion dans la vie privée des personnes, ça pose aussi des questions d'erreurs technologiques. Donc, ce ne sont pas des technologies neutres, et il est certain que l'industrie de la vidéosurveillance a été bien contente de voir que ces Jeux olympiques serviraient de moment d'expérimentation pour ces techniques, d'autant que l'expérimentation est autorisée par la loi jusqu'au 31 mars 2025, donc bien après la fin des JO qui se termineront en août 2024. Et enfin, il y a également quelque chose de plus informel, mais néanmoins important, qui est cette espèce d'atmosphère un peu patriotique, voire parfois un peu nationaliste, qui se joue autour de l'idée de Paris accueille le monde, la France au centre du monde, en accueillant les JO, le rayonnement de la France, et qui a cette espèce d'effet un peu culturel qu'on peut interroger de ces Jeux olympiques. Ça n'est pas simplement, c'est évidemment un formidable événement sportif, mais c'est surtout une formidable mobilisation humaine que le monde entier va regarder. Une pression maximale pour avoir des jeux qui seront vos jeux. Parce que cette armée de l'ombre dont parlait le préfet de région, je crois que ce sont vos visages et c'est la fierté que je veux que vous puissiez ressentir, que nous puissions ressentir dans 500 jours. Et donc on va mettre le maximum d'énergie et tout donner pour que ce soit des très grands Jeux olympiques et des très grands Jeux paralympiques et que la France puisse donner la plus belle image d'elle-même, que nos compatriotes soient fiers et que vous puissiez être fiers du travail fait. S'ajoute un autre effet culturel qui est celui de la pression et des oppressions créées par le culte de la performance sportive, qui est évident, qui est lié au principe même pour le coup des Jeux olympiques, avec la mise en concurrence des personnes, mais aussi l'exploitation du corps des athlètes et également la survalorisation du corps performant au détriment du corps vu comme défaillant. Donc là, c'est le risque de ce qu'on appelle le validisme. Et quand bien même les Jeux olympiques sont suivis de 15 jours de Jeux paralympiques, la manière même dont s'organisent les épreuves ne permet pas de garantir en fait que ces effets-là très négatifs potentiellement pour la perception du corps des personnes en situation de handicap ou des corps âgés ou des corps qui ne sont pas très puissants physiquement est quand même posé. Alors, pour finir cette introduction, je ne suis pas contre le sport, j'admire les athlètes, j'admire la beauté des sauts des gymnastes et des courses de natation. Mais par contre, je pense qu'on ne peut pas regarder les JO uniquement que comme une compétition sportive. Leur organisation soulève des problèmes de justice sociale, de démocratie, de nationalisme et d'écologie qui dépassent cet enjeu sportif. Bref,
les JO sont une question politique. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si Anne Hidalgo et Tony Estanguet, président du COJO, du comité d'organisation des Jeux, ont l'air très réjouis sur ces images, en réalité, l'attribution des JO à Paris était tout sauf une surprise, pour la simple et bonne raison que Paris était la seule ville candidate à l'organisation de ces Jeux. Que s'est-il passé ? D'abord, quelques mois avant l'attribution de ces Jeux, un accord passé avec la ville de Los Angeles pour qu'elle organise les Jeux de 2028. Et surtout, une succession de renoncements et de refus de plusieurs villes qui s'étaient au départ portées candidates à l'organisation de ces Jeux. Et ce qui est très intéressant, c'est que la raison pour laquelle ces villes ont renoncé, c'est qu'elles ont organisé des référendums, des votations populaires, des consultations. Alors, on peut donner quelques exemples. Ce fut le cas à Hambourg, en Allemagne. Ce fut le cas à Budapest, en Hongrie. Une pétition contre les JO, contre l'organisation des Jeux à Budapest, recueille 266 000 signatures, malgré la volonté de Viktor Orban d'organiser les Jeux. À Rome, la maire Virginia Raggi, donc une maire 5 étoiles, elle fait campagne pour les municipales de Rome, en partie contre les Jeux Olympiques, avec le slogan suivant « Nous ne voulons pas que le sport serve de prétexte à faire disparaître une ville sous le béton ». Et enfin, un dernier exemple fort intéressant, c'est celui de Boston, aux États-Unis, car au départ, ce n'est pas Los Angeles qui devait accueillir les Jeux aux États-Unis, mais Boston. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Boston ? Il y a eu toute une mobilisation contre les Jeux, et notamment menée par des architectes, des urbanistes, des gens qui travaillent sur la ville. Je vais vous citer une phrase de Christopher Dempsey, qui était l'un des initiateurs de la campagne No Boston Olympics, et qui a expliqué « Nous ne devrions jamais aménager nos villes autour d'événements de 3 semaines, ni aménager nos villes autour de nos visiteurs. » Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est le contre-champ avec Paris, parce qu'à Paris, comme on le sait, pas de consultation, pas de référendum, pas de votation, et même encore plus, dans le dossier de candidature de Paris 2024, on pouvait lire la phrase suivante « La candidature est massivement soutenue par le public, il n'y aura pas de référendum ». Donc, d'emblée, la possibilité, même symbolique, puisque la Constitution française ne permettrait pas un référendum sur le sujet, mais même symboliquement, la possibilité de consulter les habitantes et habitants a d'emblée été écartée par les organisateurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, si on continue cette historique qui précède l'attribution à Paris, on peut retrouver les positions et déclarations de Anne Hidalgo, la maire de Paris. Or, en 2014, pendant sa campagne électorale pour les municipales, Anne Hidalgo s'était prononcée contre les Jeux, en tout cas avait émis de fortes réserves. Donc on voit, elle dit, elle n'est pas vraiment favorable. Lors d'une conférence de presse, elle a également critiqué les JO en disant « les Jeux, ça coûte cher ». Alors, pourquoi finalement ce changement ? Puisque depuis, elle est devenue la première personne à défendre les Jeux. Elle est présidente de la Solideo, qui est la société de livraison des ouvrages olympiques qui construit les équipements olympiques. Et puis elle défend Paris 2024 à 100%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est intéressant, je trouve, de reprendre un peu cette chronologie. On a d'abord eu une volonté politique à la tête de l'État. Donc à l'époque, c'est François Hollande, qui est président de la République, et qui déclare, je le cite, « C'est très important, les JO, ce sera un moment de ferveur et ça fera plein d'équipements, plein d'emplois, plein d'industries. » Donc, on est d'emblée sur un positionnement qui met en avant les avantages économiques d'organiser les Jeux. Si on se souvient également, 2015, quand Paris commence à travailler sa candidature, on est dans cette année terrible, année des attentats, et qui commence par les attentats de Charlie Hebdo, tout début 2015. Et suite à ça, si vous vous souvenez, il y a ce moment très fort de cohésion autour de la ville de Paris, le moment « Je suis Charlie », cette immense manifestation à Paris, en présence de chefs d'État et de chefs de gouvernement, et la volonté affirmée très fortement de vouloir voir cette ville renaître, donc la volonté d'une renaissance, et aussi la volonté de montrer qu'on n'a pas peur finalement. Cette idée-là, elle a été reprise par Emmanuel Macron, donc devenu évidemment ensuite président de la République, avec l'idée d'un moment cathartique
Et l'idée, au fond, de Paris, capitale du monde, et qu'une manière de l'affirmer, c'était d'organiser ces Jeux. Ce qui s'est passé en janvier, les attentats, la marche du 11 janvier, avec ces milliers, ces millions de personnes qui se sont mobilisées, l'écho que cela a eu dans le monde, ce qui touche Paris, touche le monde, ces éléments-là m'ont poussé, c'est vrai, à accélérer le calendrier et la décision. Cette idée vraiment de le sport facteur d'inclusion et le sport comme message aussi à la jeunesse. Autre raison pour lesquelles finalement Anne Hidalgo avait changé d'avis, de manière assez évidente, une ambition politique personnelle, puisqu'à l'époque elle caressait un destin présidentiel, et à un moment où aussi, dans ce début des années 2000, on voit les grandes villes comme Paris, comme New York, comme Londres, comme Tokyo, Los Angeles, essayer de se positionner à l'échelle internationale comme des acteurs quasiment aussi importants que les États, c'est-à-dire avec une vraie visée de stratégie de rayonnement international. Et ça, c'est lié à tout un réseau de villes qui s'appelle le C40, donc Cities Climate Leadership Group, qui a été fondé par Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, le milliardaire bien connu. Donc on est dans un moment ville, et ces villes, quoi de mieux pour servir l'image internationale d'une ville et son attractivité, qui est l'autre chose très recherchée aujourd'hui par ces grandes métropoles, attractivité touristique, mais aussi attractivité des places financières, par exemple, suite au Brexit à Londres, attirer le plus possible d'entreprises financières à Paris, attirer le plus possible d'intérêts économiques. Bon, bref, tout ça se rejoint pour aller dans le sens d'un intérêt en tout cas vu comme tel, par les dirigeants politiques français pour les Jeux Olympiques. Et pour terminer cette partie-là, je pense quand même essayer de vous donner quelques repères dans la manière dont s'organisent les JO, parce que là, j'ai parlé beaucoup de dirigeants politiques nationaux, mais l'instance la plus importante en termes de Jeux Olympiques, c'est bien sûr le CIO, Comité international olympique, qui désigne qui sont les villes organisatrices des Jeux. Or, ce CIO est une sorte de bizarrerie démocratique, dans le sens où c'est, d'un point de vue juridique, une chose toute faible, une association de droit suisse, mais qui est en même temps une des plus puissantes institutions internationales, du fait de son rôle dans les Jeux Olympiques, du fait qu'elle est vraiment détentrice des clés de l'organisation des Jeux. C'est elle qui détient les droits, c'est elle qui finance en partie les JO. La capacité financière du CIO est colossale. Il verse 1 milliard d'euros par Jeux Olympiques, et même 2 milliards pour les JO de Tokyo, qui se sont passés en 2021, mais qui s'appellent JO 2020. C'était dans le moment du Covid, avec une trésorerie de près de 5 milliards d'euros. Donc c'est vraiment sans doute la plus puissante de toutes les associations au monde. Le CIO est présidé par un monsieur qui s'appelle Thomas Bach, un avocat, ancien avocat d'Adidas et de Siemens, et il est entouré au conseil d'administration du CIO d'hommes d'affaires, de juristes, d'avocats. On remarque qu'il y a une seule femme, qui est une ancienne championne de natation synchronisée. Donc c'est quand même, on est très très proche du grand business international, et en tout cas plus que du monde sportif. Et alors, donc ce CIO, qui est, comme je disais, un peu le chef d'orchestre, détentrice des clés d'organisation des Jeux, se voit épaulé pour l'organisation de Paris 2024 par toute une série d'acteurs et d'actrices au niveau national. Je vous les présente à très gros traits pour que vous puissiez vous repérer. Donc, il y a d'abord le COJOP, Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, qui est aussi une association présidée par Tony Estanguet, donc qui est sans doute la personne la plus médiatisée en France en lien avec l'organisation des Jeux olympiques. Et ce COJOP a pour mission d'organiser l'événement olympique, donc les 2 fois 15 jours de compétition. Mais il est épaulé par une autre institution moins connue et pourtant très importante, qui s'appelle la Solideo, que j'ai évoquée tout à l'heure, donc Société de livraison des ouvrages olympiques, qui, lui, est un établissement
public et qui a été chargé d'être maître d'ouvrage des équipements olympiques, donc le village olympique, le village des médias, la grande piscine qui a été construite à Saint-Denis, l'équipement sportif construit à Paris, la marina à Marseille, etc., etc. Donc un acteur très important, qui sont donc les 2 structures créées spécifiquement pour les JO et qui vont disparaître après les Jeux Olympiques. Mais en fait, ce dont on se rend compte très rapidement quand on regarde comment ça fonctionne, c'est que ces 2 institutions sont entourées de quasiment tous les niveaux institutionnels de la puissance publique pour l'organisation des Jeux. En fait, l'État est partout dans l'organisation des Jeux Olympiques, que ce soit à l'évidence le ministère des Sports, qui est ministère des Sports et des Jeux Olympiques, ainsi que la direction interministérielle aux Jeux Olympiques, la DIJOP, mais également plein d'autres ministères, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, donc ministère de l'Intérieur et les préfectures, ministère de la Santé, pour être sûr qu'il y ait suffisamment de capacités hospitalières pendant toute la durée des Jeux, ministère de la Culture, parce qu'il y a toute une série de olympiades culturelles qui sont des événements en lien avec les Jeux, ministère de l'Écologie, bon, etc., etc. Et enfin, d'autres acteurs très importants que je n'ai pas encore cités, les collectivités territoriales. Donc ça veut dire département, mairie, également ce qu'on appelle les établissements publics territoriaux. Alors ça veut dire que ce sont les regroupements de communes. Donc autour de Paris, dans le 93, c'est notamment Pleine Commune. Donc qui sont des acteurs très importants parce que ils siègent à la Solidéo. Ils ont été partie prenante de toutes les décisions d'aménagement et ils apportent aussi des financements à hauteur d'1 milliard d'euros, toutes les collectivités locales, donc c'est pas rien. Et enfin, les parlementaires, puisque 2 lois JO ont été votées en 2018 et en 2023. C'est ainsi que on est vraiment face à un jeu d'acteurs complexe. Et on va vous montrer là à l'image un dessin de la dessinatrice Louise Drull, qui est extrait du livre qui s'appelle « Défaites vos jeux » et qui montre le millefeuille des acteurs et qui montre bien à quel point beaucoup d'acteurs sont impliqués, à quel point de l'extérieur c'est difficile de s'y retrouver, c'est difficile de savoir finalement qui fait quoi, et d'autant plus que à tous ces acteurs publics que je vous ai détaillés s'ajoutent des acteurs privés qui sont à la fois les sponsors, qui jouent un rôle important par leur financement des Jeux Olympiques, 1/3 du financement, également parfois sur un équipement en particulier, par exemple Adidas, pour l'Adidas Arena, au nord de Paris, Porte de la Chapelle, et qui va, après les Jeux, continuer à verser 2 millions d'euros par an à la ville de Paris, ce qui va lui permettre d'avoir son nom, d'ailleurs son nom figure déjà sur le stade, Adidas Arena, donc voilà, ça a un coût, et c'est la conséquence de ce paiement, de ce financement, mais également, comme on va le voir un petit peu après, les investisseurs et promoteurs immobiliers du village olympique. Voilà pour cette deuxième partie consacrée aux méga événements et pourquoi ils se passent à Paris. Et là, je vais m'attarder plus particulièrement sur l'économie et l'écologie. Mais je vous propose, avant cela, de commencer par un petit audio du judoka français Aurélien Diès, qui était invité de France Inter dimanche 28 avril. On a ce don de regarder souvent le mauvais côté des choses, de les présenter de la mauvaise manière, et c'est quelque chose qui finalement est assez communicatif. Par exemple, moi, je comprends toujours pas le fait qu'on soit pas heureux d'accueillir les Jeux Olympiques. Alors, Aurélien Diès ne comprend pas pourquoi on n'est pas plus heureux d'accueillir les JO. Et phrase intéressante, parce qu'on comprend, lui, du point de vue sportif, du point de vue du grand athlète en plus originaire de la Seine-Saint-Denis, pour lui, il n'y voit que des bonnes choses. En réalité, et c'est là la dimension politique de ces Jeux Olympiques, pour bien comprendre en fait les problèmes posés par cet événement, il faut faire un pas de côté et regarder le système macroéconomique des JO en tant que tel. Alors d'abord, ces Jeux Olympiques occasionnent des folles dépenses. Donc j'évoquais déjà tout à l'heure le budget de 9 milliards d'euros. Surtout, il y a eu une inflation incroyable de l'évaluation du budget des JO depuis le début.
Et donc, si on revient à 2015, au moment où Paris candidate pour les Jeux Olympiques, un des slogans clés à ce moment-là de la candidature parisienne est de dire « les Jeux financent les Jeux ». C'est une manière de répondre à toutes ces villes qui ont renoncé à organiser les Jeux par peur de faire trop de dépenses. D'emblée, le comité français de candidature dit « non mais pas de panique, ne vous inquiétez pas. Un, ça va s'autofinancer et deux, ça ne coûtera pas beaucoup d'argent puisque dans le premier dossier, même pas de candidature, le dossier préparatoire à la candidature, le coût des JO est estimé à 1 milliard d'euros. On est ensuite passé à 3,2 milliards d'euros pour le COJO, dans le dossier de candidature, le COJOP, donc le comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet, pour arriver aujourd'hui à un budget estimé fin 2023 à 4,5 milliards d'euros, donc une belle hausse de 37,5%. Donc c'est quand même pas rien, et ça, c'est ce que disent tous les économistes spécialistes des méga-événements, et notamment des JO, c'est que toutes les villes font ça, c'est-à-dire qu'elles sous-estiment au départ le coût final de l'organisation. Alors, ce qu'il faut comprendre, et qui est important à avoir en tête, c'est que quand on parle de 9 milliards d'euros de budget, tout cet argent n'est pas de l'argent public. En fait, même la majorité de cet argent est de l'argent privé, puisque, in fine, le coût pour l'État est estimé entre 3 et 5 milliards d'euros. Donc ça, c'est estimation de la Cour des comptes. On dit estimé parce que, évidemment, c'est à la fin qu'on saura exactement ce qui a été dépensé. Et qu'en plus, tout dépend de qu'est-ce qu'on prend en compte comme dépenses dans le budget chiffré. Et là, c'est aussi le grand jeu à chaque Jeux Olympiques. Est-ce que je prends les transports ? Est-ce que je prends les coûts de sécurité ? Est-ce que je prends telle dépense supplémentaire, par exemple les coûts de la santé ? Bon, c'est le jeu à chaque fois, et Paris 2024 n'échappe pas, en fait, à cette tentative de réduire son budget en modifiant le cercle des dépenses budgétaires étudiées. Alors, ce qui est important à comprendre quand on regarde ces folles dépenses, c'est évidemment qui les finance, d'où vient l'argent. Et c'est là qu'on rentre de nouveau dans la complexité et la bizarrerie de cette économie olympique. Concernant le budget du comité d'organisation des Jeux, donc estimé à 4,4 milliards d'euros fin 2023, cet argent est privé à 97%. Donc là, on n'est pas du tout sur une problématique de dépenses publiques, on est vraiment sur une problématique de dépenses privées, puisque les financements viennent à 39% de la billetterie, à 30% des droits de diffusion, et ça, c'est versé par le CIO, et enfin, à 28% par les sponsors. Mais à côté, si vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure de la Solideo, l'établissement public qui a construit les ouvrages olympiques. Cette Solideo disposait fin 2023 d'un budget estimé à 4,5 milliards d'euros, donc un peu plus que le COJO. Et là, beaucoup d'argent vient de l'État. Environ 1,7 milliard d'euros de subventions publiques de l'État, auxquels s'ajoutent environ 1 milliard d'euros des collectivités locales, territoriales, toutes confondues sur tout le territoire, et auxquels enfin s'ajoutent 1,8 milliard d'euros de la part des financeurs et investisseurs privés. Donc là, on voit bien que tout est mélangé. Alors, on va dire, bah oui, mais bon, pourquoi pas ? Si toutes ces dépenses sont bonnes pour l'économie, allons-y. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron début avril, interviewé sur BFM et RMC. C'est environ 2 milliards d'euros que la nation investit. Ils vont être rentables parce qu'ils vont être pérennisés. Ce seront des logements, des bureaux, des infrastructures de sport. Ils ont généré de l'activité. Et rien que ces 2 milliards, ils ont généré plus de 6 milliards d'activités. C'est-à-dire qu'on a fait travailler 2000 entreprises. On a créé de l'emploi. 6 milliards d'euros d'activité, se réjouit Emmanuel Macron. Est-ce vrai ? Et là, le problème, c'est que la réalité est un peu moins idyllique. Pourquoi ? Parce que, en général, avec les JO et les méga-événements sportifs plus globalement, les bénéfices macroéconomiques sont faibles, voire négatifs. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'ils coûtent plus qu'ils ne rapportent.
Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment le retour d'expérience des très très nombreuses publications d'économistes qui travaillent sur les JO. À la fin de cette masterclass, vous aurez une série de références bibliographiques pour vous permettre de creuser ces travaux, si ça vous intéresse. Je cite juste 2 auteurs qui font vraiment référence en la matière, Bad et Matheson, qui expliquent que, dans la plupart des cas, les Jeux Olympiques sont une proposition déficitaire pour la ville hôte. Alors, on espère bien sûr que ce ne sera pas le cas pour Paris, mais disons que le retour d'expérience sur les 40 années qui précèdent incite plutôt au pessimisme. Alors, on a néanmoins des exemples d'analyse plus récents et vraiment centrés sur Paris 2024, notamment une étude qui a été assez médiatisée de la part de la banque Oddo BHF, qui a essayé d'estimer les bénéfices économiques macroéconomiques, c'est-à-dire sur toute l'économie française des JO. Et que disent-ils ? Je les cite, « bénéfices économiques nuls ou très limités à moyen terme ». Et pourquoi ? Ça, en fait, c'est assez évident. C'est parce que Paris étant une ville déjà hyper construite, hyper développée, avec plein d'équipements, en fait, le fait d'organiser des jeux ne change pas la donne d'une manière vraiment substantielle en termes d'activité économique à moyen et long terme. Et d'ailleurs, on dispose de l'exemple instructif de Londres, où des Jeux Olympiques se sont tenus en 2012 et pour lesquels, aujourd'hui, en 2024, les économistes disent qu'ils n'ont pas vu d'effet macroéconomique majeur sur l'économie britannique. Alors, en revanche, évidemment, il ne se passe pas rien en France en juillet. Et donc, ces millions de visiteurs qui viennent en France, la présence de ces sponsors, l'organisation de ce grand événement a évidemment des conséquences économiques. Mais elles sont à un niveau local, donc on parle de niveau microéconomique, et sur des secteurs particuliers, les médias, notamment via la publicité, pour les médias qui vivent de publicité, l'hôtellerie, la restauration, le secteur des boissons, les biens de consommation, les transports, l'immobilier. Évidemment, chacun de ces secteurs, lui, peut s'y retrouver, voire gagner évidemment des recettes supplémentaires. Cette même banque Oddo HBF a estimé à environ potentiellement entre 2 et 3 milliards d'euros les bénéfices de ce regain d'activité qui est en grande partie dû, au moins pour moitié, aux 1,2 million de touristes étrangers qui sont attendus en France pendant les Jeux. Mais là, il faut avoir en tête quelque chose sur lequel mettent en garde les sociologues du tourisme, c'est que quand se produit un événement comme les Jeux Olympiques, il y a une partie des touristes qui viennent habituellement dans les villes, donc typiquement les touristes qui viennent habituellement à Paris l'été, évidemment, ville très touristique, en fait, une partie d'entre eux ne veulent pas venir dans une ville comme Paris au moment des Jeux Olympiques. Donc il y a ce qu'on appelle un effet de substitution, ce qui fait que, in fine, il n'y aura pas nécessairement beaucoup plus de touristes en France en juillet et en août. Si ça se trouve, il n'y en aura même pas plus du tout, et voire peut-être même moins, du fait de ce phénomène de substitution. Donc là encore, le vrai bilan économique pourrait être fait qu'à la fin, mais tout ça incite à la grande prudence sur l'évaluation des bénéfices économiques de ces Jeux. On peut citer encore l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui est un laboratoire d'économie bien connu, qui a récemment anticipé ce qu'ils appellent un léger pic de croissance sur le 3e trimestre 2024, plus 0,3%. Alors quand on a très peu de croissance, c'est évidemment pas rien, mais enfin bon, on voit bien que c'est pas énorme. Donc, en conclusion de cette partie sur l'économie, il faudra, encore une fois, le vrai bilan pourra être fait uniquement à la fin, mais d'ores et déjà, on a vraiment des éléments qui incitent à la prudence, et en ayant en tête que dans les contraintes du cahier des charges olympiques, il y a la responsabilité économique des États. Et ça a été voté dans la loi olympique, c'est-à-dire que s'il s'avère que ces JO sont déficitaires pour la puissance publique organisatrice, ce sera à la puissance publique de payer le différentiel entre les dépenses et les recettes, alors que si ces jeux sont bénéficiaires, une partie des recettes
repart de droit au Comité international olympique, encore un exemple de la puissance économique de cette institution. Donc on voit que les financeurs privés jouent un rôle très important dans le financement des JO, et ça a une conséquence directe, c'est le prix des places. Vous avez donc été tiré au sort pour avoir le droit d'acheter des billets pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez trouvé des billets à 24 €? Non, absolument pas. Le moins cher du moins cher que j'ai pu avoir sur ma session, qui était ce week-end, c'était le water polo à 45 €. Bon, et Vous avez acheté ? et le water polo, ça vous intéressait pas? Non, malheureusement non. J'aurais préféré prendre de l'athlétisme ou de la natation, mais voire même de la gym, mais quand la moindre épreuve est excessivement chère, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il a été beaucoup commenté que le prix des places était parfois énorme, jusqu'à 980 €. Pour la cérémonie d'ouverture, les prix peuvent monter à 2 700 € et même 9 500 €. Bon, là, c'est accompagné de tout un packaging. Mais voilà, c'est vraiment les JO du fric. Alors certes, face à ça, le COJO a proposé 800 000 tickets à 24 € et l'État a promis 400 000 billets gratuits. On va dire c'est déjà ça. Mais 400 000 billets gratuits, ça ne représente que 3% de l'ensemble des billets vendus, et les 800 000 tickets à 24 €, uniquement 6%. Donc ça reste hyper minoritaire, et on est vraiment sur des billets qui sont inaccessibles pour la plupart des familles, et a fortiori en Seine-Saint-Denis, pourtant le département où va se passer la plupart de ces Jeux. Donc, deuxième problème, après l'économie, l'impact environnemental. Et là, c'est important de s'attarder là-dessus, puisque avec ces JO de 2024, il y a la promesse très forte et répétée de proposer les JO les plus écologistes de l'histoire, avec le bilan carbone le meilleur, et toute une série d'innovations, construction en bois, préservation maximale de la biodiversité, etc. On va dire, le discours, il est plutôt assez vertueux des JO de 2024, financement de pistes cyclables, etc., etc. Malheureusement, là encore, la réalité est moins riante, et je vais vous donner quelques exemples. Et ces exemples sont liés au fait que ces Jeux Olympiques se passent en grande partie donc en Seine-Saint-Denis. Ça fait partie du projet des JO, qui est de profiter de tout cet argent, de toute cette notoriété, de toute cette visibilité pour développer un territoire défavorisé, ce département du 93 qui est un des plus pauvres de France. Et pour ce faire, et tout en respectant les engagements écolos, les JO se sont engagés à construire le moins possible. Et c'est vrai qu'il y a eu peu de construction pour ces JO. Une grande piscine dite CAO, Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis, un village olympique, un village des médias, et également un bâtiment dédié au paralympisme qui s'appelle le Prisme. Donc on a peu construit. Mais pour autant, si on zoome sur les endroits où ces constructions se sont passées, il y a eu des problèmes. Et notamment la destruction d'espaces d'écologie populaire qui ne représentent pas forcément une très grande superficie, mais qui, prises chacune dans leur petit quartier de vie, ont une importance réelle pour leurs habitants. Et là, je vais citer deux exemples. D'abord, celui des jardins ouvriers d'Aubervilliers, que j'ai cité au début, donc en rappelant que moi, je me suis impliquée dans la lutte en défense de ces jardins. Donc, mon point de vue est vraiment celui de quelqu'un qui a voulu défendre ces jardins. Mais pourquoi est-ce que ces jardins ont été défendus par des habitantes et habitants ? C'est parce que ce sont des jardins potagers, des jardins ouvriers qui sont cultivés par des personnes très modestes qui habitent à Aubervilliers, à la Courneuve, au Blanc-Ménil ou certains à Paris et qui font leurs légumes, mais aussi qui rencontrent leurs amis, mais aussi qui s'y rafraîchissent l'été quand il fait très chaud. Or, toutes ces villes, et notamment Aubervilliers, sont des villes extrêmement bétonnées et ce qui fait qu'elles sont extrêmement vulnérables aux canicules. Or, on sait qu'avec le changement climatique, ces canicules sont de plus en plus fortes et récurrentes. Les espaces, ce qui fait que tous les espaces végétalisés, en fait, prennent une importance encore plus forte qu'avant, puisque c'est là que les habitants peuvent venir se rafraîchir. Et bien sûr, un espace aussi de biodiversité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, 4000 mètres carrés de jardins, ça veut dire une vingtaine de jardins, ont été détruits dans le but de construire à la place le solarium d'une piscine d'entraînement
des Jeux Olympiques. Car à côté des ouvrages construits directement pour les épreuves, les JO financent aussi toute une série d'équipements qui vont rester dans les départements, dans les territoires, et qui sont l'héritage pérenne et matériel des Jeux, et tant mieux que ça profite à renforcer l'offre d'équipements sportifs. Pour autant, dans ce cas-là, ce qui a posé problème, c'était le fait de détruire ces jardins et de les détruire au profit d'un solarium, ce qui, je pense, on pourra convenir, n'est pas en soi un équipement absolument essentiel à l'apprentissage de la natation. Une fois ce projet révélé, il y a eu toute une mobilisation qui a été assez médiatisée, qui est passée à la fois par une occupation des jardins pour empêcher les belleteuses, puis par des actions de blocage de chantier, également par des recours juridiques. Et in fine, la justice a arrêté le chantier du solarium. Malheureusement, trop tard, les 4000 m² de jardin étaient déjà détruits, et ce qui fait qu'au final, la piscine a quand même été construite, mais sans son solarium. Et là, on ne peut que regretter le gâchis que ça a représenté. Autre exemple, moins connu, mais révélateur également, c'est l'aménagement de l'Aire des Vents. Donc l'Aire des Vents, c'est un espace qui se trouve sur le parc Georges Valbon. Le parc Georges Valbon, on l'appelle aussi parc de la Courneuve. C'est le plus gros parc de la Seine-Saint-Denis. Et l'Aire des Vents, pour vous donner une idée, c'est là où se passait jusqu'à maintenant, jusqu'à 2023, la fête de l'UMA. Donc c'est un endroit qui était en partie déjà bétonné, en partie artificialisé, mais quand même zone naturelle sensible, parce que point de passage pour toute une partie de la faune qui allait vers les parties plus sauvages, si je puis dire, du parc Valbon. Et c'est là que doivent être construits, enfin que ont été construits plutôt 700 logements, qui sont ce qu'on appelle le village des médias, qui vont servir à héberger journalistes et personnels médiatiques, avant de devenir lui aussi un quartier d'habitation. Or, pour le construire, plusieurs centaines d'arbres ont été abattus. Alors, donc ce qui est quand même énorme, encore une fois, dans un département qui manque terriblement de biodiversité. Alors évidemment, comme la loi y oblige, ces abattages d'arbres ont été compensés. Et ça, les JO mettent ça beaucoup en avant, notamment la dépollution de 13 hectares d'un lieu qui s'appelle le terrain des essences, qui historiquement servait de lieu de stockage d'hydrocarbures et qui était effectivement très pollué. Mais là, ce qu'on peut dire, c'est que ce terrain des essences qui est dépollué sans garantie, en fait, sur le résultat de cette dépollution, puisque les processus de dépollution aux hydrocarbures sont très difficiles techniquement, et cet endroit était très pollué. Et donc, on a sacrifier de la nature qui existait, qui était appréciée par les habitantes et habitants, parce que cette aire des vents, il servait à plein de choses. Il servait à des courses de vélo, il servait à des matchs de cricket, et notamment par les familles pakistanaises et indiennes qui habitent dans ce quartier. Il servait à faire du cerf-volant. Enfin bon, il y avait plein de pratiques sportives, familiales, de lieux de pique-nique, etc. Et ça a été donc irrémédiablement abîmé, réduit, au profit donc d'une compensation de dépollution dont la garantie n'est pas assurée. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve par ailleurs dans plein de projets d'aménagement. C'est la compensation qui est toujours présentée comme étant la solution, alors qu'en fait, on a plein d'exemples de compensation en fait qui ne permettent pas de restituer les fonctions environnementales de la nature qui a été démolie. Et là-dessus, j'aimerais citer une femme qui s'appelle Dolores, qui est présidente des Jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers, qui s'est donc beaucoup battue contre le solarium et qui s'est aussi battue pour protéger les arbres du parc Georges Valbon. Et à cette occasion a dit cette phrase « Ils prennent les belles choses des pauvres pour les donner aux riches », puisque le quartier qui est construit sur l'Aire des Vents sera un quartier pas forcément pour des gens très riches, mais pour des gens qui ont plus de moyens que la moyenne des habitants de ce département. Et c'est vrai que là, il y a une captation de cet environnement très beau du parc Georges Valbon qui interroge en termes d'inégalité que cela peut produire. Et enfin, troisième élément que j'aimerais citer parce qu'il est important, c'est l'aménagement du quartier Pleyel. Alors Pleyel, c'est un quartier qui se trouve à Saint-Denis. Donc là, on n'est plus du tout dans la nature du parc Georges Valbon. On est vraiment dans la Seine-Saint-Denis, bétonnée, polluée, traversée par les autoroutes. Et justement,
une voie d'accès à une autoroute, la 86, a été construite à quelques mètres d'un groupe scolaire de 600 élèves. Alors, cette voie d'accès autoroutière était prévue depuis plusieurs années et est reliée à un autre aménagement qui est la fermeture d'un échangeur autoroutier, porte de Paris, à quelques kilomètres de là. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que cette voie d'accès à l'autoroute a été financée par la Solideo, donc l'établissement public qui aménage les Jeux, à hauteur de 90 millions d'euros, et a été accélérée à l'occasion des Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce que ce quartier Pleyel, en fait, il est tout près du village des athlètes, du village olympique, et donc cette voie d'accès a été considérée comme indispensable au bon fonctionnement logistique et au fait de pouvoir rejoindre facilement le village olympique depuis la 86 et donc depuis à la fois l'aéroport et à la fois le Bourget où se trouvera le village des médias. Donc mon point est de dire qu'il y a vraiment un lien direct entre l'organisation des Jeux et la construction de cette voie d'accès à l'autoroute. Et donc là, voilà, c'est pas la peine de faire un dessin. On voit bien le problème de pollution que posent les autoroutes, le trafic de voitures et de camions qui va passer par-dessus, les enjeux de santé, et a fortiori pour les enfants, qui sont encore plus vulnérables que les adultes à la pollution de l'air, et dans un quartier qui déjà était très pollué, avec des seuils de recommandation de l'Organisation mondiale de la santé déjà dépassés. Donc pour dire, là, il y a vraiment les éléments, tous les ingrédients d'un véritable scandale de justice environnementale, ce qui fait qu'au bout d'un moment, face au problème, les JO ont accepté de payer un appareil purificateur d'air installé dans la cour de cette fameuse école, le groupe scolaire Anatole France, mais malheureusement sans garantie là non plus que ça puisse fonctionner. Et donc, pour terminer cette partie sur l'impact environnemental, je reviendrai à cette idée de destruction d'espaces d'écologie populaire. De la même manière que des terres ont été détruites, l'air aussi, comme un commun populaire si important, l'air respiré par ces enfants va se retrouver abîmé et chargé de particules toxiques par cet aménagement directement lié au JO. Et on ne peut que regretter en fait que la mobilisation qui a existé de la part des parents d'élèves de cette école et de ses enseignants n'ont pas été davantage médiatisés et en tout cas n'ont pas du tout suffi à arrêter cet aménagement car, et ce sera mon dernier point de cette partie environnementale et qui fait le lien avec la partie économique, on aurait pu imaginer qu'avec tout l'argent dont disposent les JO, avec ces 9 milliards d'euros de budget, un peu de cet argent ait été utilisé pour éviter cette situation, que ce soit en recouvrant la 86, qui est une forme de politique de lutte contre la pollution des autoroutes urbaines qui est bien connue, mais qui est très chère, ou alors même de déplacer l'école vers un quartier moins pollué. Et justement, on aurait pu se dire que, avec tous les moyens que les JO peuvent dégager, eh bien, un peu de cet argent aurait pu être utilisé pour améliorer le quotidien de ces enfants. Force est de constater que ce n'est pas le choix qui a été fait. Je vais passer à ma quatrième partie et elle me tient à cœur parce qu'elle porte sur la Seine-Saint-Denis et il me semblait important dans cette masterclass d'y consacrer un moment spécifique. On va commencer en regardant des images de l'inauguration du village des athlètes où on voit Emmanuel Macron visiter donc ce village olympique. Et je vais vous dire combien on est collectivement fiers, combien je suis très fier de tout le travail que vous avez fait. Vous l'avez fait dans les temps, vous l'avez fait dans le budget, vous l'avez fait avec une exemplarité environnementale, sociale. Nos athlètes vont pouvoir passer les Jeux dans les meilleures conditions. On va accueillir le monde entier ici grâce à vous. Mais surtout, vous avez contribué à changer demain la vie des habitants dans ces communes, dans ce département, cette métropole, cette région. Et c'est ça qui restera aussi. Alors, quel est le problème ? Parce que, évidemment, les élus de Seine-Saint-Denis se sont réjouis et se réjouissent encore de l'existence de toutes ces constructions et de tous ces aménagements au nom de l'argument du rattrapage. En disant, eh bien, notre département est victime de sous-investissement public depuis des décennies, tout manque,
les écoles, les hôpitaux, les équipements sportifs, etc., etc. Enfin là, on a l'occasion d'un rattrapage. Et très honnêtement, cet argument, il est imparable. Tant mieux que tout cet argent puisse bénéficier à un territoire défavorisé. Néanmoins, il serait naïf ou de mauvaise foi de s'arrêter à ce niveau-là, et il faut donc rentrer dans le modèle économique de tout cela, et c'est là où on rentre dans la partie problématique, qui est celle d'aménagements urbains qui sont en fait le reflet de la ville, mais telle que rêvée par les promoteurs immobiliers. Commençons pour cela par écouter Nicolas Ferrand. Alors Nicolas Ferrand est le directeur général de la Solideo, donc l'établissement public qui construit les ouvrages. Je cite une phrase de Nicolas Ferrand. Il dit au sujet du village olympique: « Il y a quelque chose de nouveau, d'extrêmement intéressant sur le plan urbain. On livre un quartier complet qui est quelque part la quintessence de la manière dont on pense la ville dans ces années 2020 en France. » Et de fait, ce village olympique va devenir, après les Jeux, un quartier d'habitation où habiteront 6 000 personnes et accompagné d'espaces de bureaux et de travail pour 6 000 autres personnes. Il faut bien avoir en tête que c'est un aménagement en fait massif. D'un coup, un quartier de 6 000 personnes, si vous imaginez par rapport à là où vous habitez, c'est vraiment beaucoup d'habitants d'un coup dans un endroit. Et ça faisait vraiment très longtemps, des années, voire des décennies, qu'on n'avait pas construit d'un coup un aussi gros quartier aux portes de Paris. Alors, si vous vous souvenez, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le mode de financement des Jeux Olympiques, je parlais de l'importance des financeurs privés. Et c'est exactement comme cela que le village olympique a été financé. C'est-à-dire que pour le construire, ce fameux village des athlètes, il y a à peu près 2 milliards d'euros qui a été investi. Et bien sur ces 2 milliards d'euros, 1,56 milliard d'euros, donc 78%, ont été financés par les investisseurs et promoteurs immobiliers, ainsi que les groupes de BTP qui construisent ce village. De qui parle-t-on ? De grands groupes très connus et très dominants, Vinci, Eiffage, Nexity, Groupama pour le financement, mais également le groupe Caisse des dépôts et sa filiale ICAD, des groupes moins connus mais quand même importants, le groupe familial Pichet, qui est spécialisé en promotion immobilière, ou encore Legendre, un promoteur qui a construit en Île-de-France, notamment sur le plateau de Saclay. 2 milliards d'euros pour le village des athlètes, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de tout le budget, dans tous les domaines confondus, de toute la Seine-Saint-Denis en 2023. Donc en fait, c'est un énorme apport d'argent d'un coup sur ce territoire. Autre comparaison, c'est quasiment autant que tout l'argent dont dispose l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, pour financer la rénovation des cités de logements sociaux en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire cette politique, vous savez, de destruction, relogement d'habitants qui vivent dans des cités pleines de tours et de bars et qu'on essaye d'apaiser. Autre élément de comparaison, dans ces cités de la Seine-Saint-Denis qui sont concernées par des projets ANRU, vivent 600 000 personnes. Bon, je vous donne ces chiffres, c'est pas la même nature d'argent puisque le budget de l'ANRU est public. Et donc, le financement du village olympique, comme j'expliquais, est à très grande majorité privé. C'est simplement pour faire une comparaison des flux d'investissement et de flux de capital et montrer à quel point il y a une disproportion gigantesque, en fait, dans l'argent qui a été dépensé. Mais encore une fois, pour ces élus du territoire, c'est une bonne chose. Ils disent « Ah, mais regardez, enfin, on fait un rattrapage. » Oui, mais un rattrapage au profit de qui et pour quels habitants et habitantes ? Car dans ce village olympique, on ne trouve que 32% de logements sociaux sur la partie Saint-Denis et Saint-Ouen, puisque le village est construit sur plusieurs villes. Alors, c'est pas honteux. Très honnêtement, il y a plein de villes où le taux de logements sociaux est beaucoup plus bas. Et dans la ville de Saint-Denis comme de Saint-Ouen, le taux de logement social est déjà très élevé. Mais pour autant, ça interroge quand même sur quels moyens est mis pour construire des logements pour quelles personnes. D'autant plus que dans ces logements sociaux, la part de logements sociaux, vraiment sociaux, si je puis dire, c'est-à-dire qui s'adressent vraiment aux personnes en difficulté, est faible. On compte 113 PLAI, c'est-à-dire les logements qui s'adressent aux personnes les plus précaires, et 150 PLUS, qui sont en gros les HLM.
encore une fois, c'est pas rien et toute nouvelle place de logement social est importante. Mais encore une fois aussi, on voit bien la disproportion entre les moyens mis et le besoin, le niveau de nécessité économique des personnes concernées. Or, les ambitions sont fortes sur ce village. Et si je cite encore Nicolas Ferrand, donc toujours le directeur général de la Solidéo, il dit la chose suivante: il y a quelque chose qui a été demandé par le gouvernement. Nous sommes la 6e puissance économique. Il faut que les jeux reflètent la puissance de notre industrie dans le domaine de la ville. Et moi, je trouve que la question qu'on peut poser par rapport à tout ça, c'est mais puisque c'est un tel objectif d'investissement, ce quartier, est-il vraiment possible d'habiter le capital ? Est-il vraiment possible d'élever ses enfants, d'aller à l'école, de faire ses courses avec joie et dignité quand son quartier est devenu un centre d'investissement ? C'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais c'est pour faire ressortir un peu de cette forme de violence qui se loge dans le fait de tout d'un coup mettre beaucoup d'argent dans un quartier pour construire des logements qui ne seront pas accessibles à la plupart des personnes qui habitaient déjà là ou qui habitaient à proximité. Et donc la question que cela pose est vraiment celle de est-ce que donc cette vitrine du génie français urbanistique et du capitalisme urbain, quelle place laisse-t-elle à celles qui nettoient les bureaux au petit matin, à celles et ceux qui livrent à ces cadres les plats qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner, qui sont des métiers massivement pratiqués en Seine-Saint-Denis, puisque les gens qui habitent dans ces quartiers, ce sont ces personnes-là qui viennent faire le ménage le matin dans les tours ou qui viennent livrer en Uber ou autres moyens de livraison. Et donc, il y a deux manières de voir cet investissement. Et c'est là où c'est très politique et au fond très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut voir cet investissement comme une marque du rayonnement national et du succès français d'un projet à ruisseler sur tout un pays. Mais on peut aussi y déceler une forme de cynisme, puisqu'on se sert des conditions matérielles avantageuses, un foncier pas cher dans un territoire défavorisé, dans une banlieue pauvre, et à partir duquel ces investisseurs vont faire des culbutes financières dont le niveau, en fait, lui aussi sera connu à la fin quand les appartements seront vendus ou pas. Attendons de voir précisément à combien ils se vendent. Mais aujourd'hui, ils ont été mis en vente à des prix 30% au-dessus du marché. Donc, ils sont de toute façon au-dessus des pratiques immobilières actuelles. Et donc, on voit bien qu'avec ces aménagements, on transforme la pauvreté en capital symbolique, la transformation d'un territoire délaissé en quelque chose d'autre, un quartier super moderne, prétendument très écolo, prétendument plus agréable en canicule, mais on construit des habitations inaccessibles pour la plupart des personnes qui sont les usagers et usagères de ces quartiers. Et pour finir, c'est cette forme de violence sociale que moi je propose de qualifier de violence olympique dans le cadre de Paris 2024. Elle est d'autant plus forte que des gens ont été expulsés pour la construction de ce village olympique. Et ça, c'est peu connu, c'est peu dit, mais c'est une réalité qui a été connue par beaucoup de monde. En fait, plusieurs centaines de personnes, et même plus que cela. De qui s'agit-il ? Eh bien, figurez-vous que sur le village olympique, avant qu'il soit construit, se trouvait un foyer de travailleurs immigrés, un foyer de travailleurs ADEF, où vivaient près de 300 personnes, des hommes en situation de précarité, soit des retraités, soit des travailleurs, dont certains sur des chantiers de BTP, des chantiers d'autoroute, et qui vivaient là parce que, n'ayant pas accès au logement social, du fait des longues listes d'attente, eh bien, ce foyer a été démoli et ces personnes expulsées pour faire place au village des athlètes. Alors, ces personnes ont été relogées, elles n'ont pas été laissées à la rue du tout, temporairement hébergées aujourd'hui dans 2 structures distinctes avant un hébergement définitif, mais elles n'avaient pas choisi d'être expulsées. Elles n'auront pas de place
dans le quartier qui va suivre le village olympique. Et par ailleurs, ça a perturbé leur mode de vie, notamment parce que dans ce foyer, qui était en mauvais état, largement insalubre et donc indigne de la part de son bailleur, il faut bien le dire, le bailleur ADEF. Mais pour autant, malgré cette difficulté économique et ce mauvais état des logements, la situation en foyer permettait à ces personnes de cuisiner en commun. Il y avait des cuisines collectives, il y avait des grandes salles de réunion, il y avait une salle de prière. Autant de choses qu'elles n'ont plus aujourd'hui dans les endroits où elles ont été hébergées temporairement. Et ça, c'est quelque chose qui leur a été imposé sans qu'elles aient eu tellement leur mot à dire. Donc ces 300 personnes ont été délogées, mais à ces 300 personnes s'ajoutent les 400 personnes qui habitaient dans un squat, le squat Unibéton, qui se trouvait sur l'île Saint-Denis. Ce squat était à l'époque un des plus gros squats de France, et là, pour le coup, ces personnes n'ont pas été relogées. Une partie d'entre elles étaient sans papier, mais une partie d'entre elles étaient en situation irrégulière, qu'elles soient à l'époque en demande d'asile, en procédure de demande d'asile, ou considérées comme réfugiées. Et ces personnes-là, expulsées au printemps 2023, ont eu droit au mieux à 15 jours d'hébergement dans des centres d'accueil, et ensuite ont été laissées à se débrouiller. Alors, à se débrouiller, d'autant plus qu'une partie de ces personnes travaillaient sur Paris et l'Île-de-France, et ont été hébergés temporairement très loin, parfois Bordeaux, Marseille, donc sans aucune précaution pour le respect de leur lieu de travail. Et la preuve en est que certaines des personnes qui habitaient dans ce squat se sont retrouvées ensuite dans un autre squat, un squat énorme, encore plus gros, 450 personnes, à Vitry-sur-Seine, squat qui a été expulsé en avril, et dans lequel donc on a retrouvé des personnes précédemment à Unibéton, signe donc que une fois expulsées, elles ont continué à se galérer et sont passées de squat en squat sans solution pérenne. Et ça non plus, ça ne fait pas partie du bilan affiché avec fierté et joie par les JO. Pourtant, ces personnes existent et on ne peut que regretter qu'elles n'étaient pas prises en compte. Et enfin, je voudrais dire un mot de personnes qui sont dans une autre situation, mais qui, elle aussi, a été à des moments tout à fait dramatiques. Il s'agit des habitants d'une cité qui s'appelle la cité Marcel Paul, qui se trouve sur l'île Saint-Denis, une cité de logements sociaux, en grande difficulté, cette cité, du fait d'une présence endémique d'un trafic de drogue très dur, très intrusif. Et donc, cette cité fait l'objet, depuis plusieurs années, d'un projet de rénovation urbaine par l'ANRU, dont je vous parlais juste avant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce projet de rénovation urbaine a été considérablement accéléré à partir du moment où les JO ont été attribués à Paris, parce que cette cité se trouvait pas à très grande proximité, mais non loin du village des athlètes, et parce que donc il avait été décidé que le village des athlètes devait être le moteur de la réorganisation de ce quartier, et il faut dire les choses clairement, de son amélioration, et donc l'ouverture d'une forme de gentrification tout à fait assumée. Et donc les habitants de cette cité, eux non plus ne se sont pas retrouvés à la rue, fort heureusement, enfin pour la plupart d'entre eux, ont eu des propositions de relogement, mais comme il fallait faire vite, comme il fallait faire place nette avant l'arrivée des Jeux, ont été mis sous une pression considérable pour accepter des logements qui ne correspondaient pas à leurs demandes, que ce soit des logements trop chers, que ce soit des logements trop loin, que ce soit des logements pour certains dans des états vraiment lamentables de saleté. Et donc non seulement il y a eu toute une pression difficile à vivre pour plein de familles, et là on parle quand même de 292 ménages, donc c'est beaucoup de monde, parce que un ménage c'est beaucoup de personnes, donc on peut estimer à peu près 730 adultes et enfants qui vivaient dans ces 3 tours, donc c'est quand même beaucoup de monde. Et à cette forme de brutalité de relogement s'est ajouté quelque chose qui est assez poignant, enfin qui est même assez dramatique, le sentiment d'une dépossession. Le sentiment de voir son quartier amélioré, mais malgré soi, et voire sans soi-même.
Et là-dessus, moi, j'ai recueilli toute une série de témoignages de personnes disant « Ah, mais ils veulent pas voir nos visages pendant les Jeux. Ah, mais le quartier, il s'améliore, mais c'est pas pour nous. Ah, mais le quartier, à quoi il va ressembler quand je vais revenir ?» Et là-dessus, pour terminer sur cette partie Seine-Saint-Denis, ce qui me frappe, c'est que ce qui s'est passé là, donc si on additionne toutes ces personnes, ça fait à peu près 1500 personnes qui ont perdu leur logement en lien direct ou indirect avec les Jeux, donc les habitants du foyer ADEF, les habitants du squat Unibéton et les habitants de la cité Marcel Paul mis sous pression de relogement. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ces processus-là se passent à chaque Jeux Olympiques. Et donc, on ne peut que regretter que la manière dont la candidature de Paris a été conçue n'a pas permis de prendre en charge cette situation, c'est-à-dire, en gros, d'éviter que cela se passe. On aurait pu imaginer que la candidature s'engage, par exemple, à ce que personne ne soit expulsé, à ce que personne ne perde son logement, à ce que toute personne délogée par le chantier puisse retrouver une place sur le village olympique. Or, cet engagement n'a pas été pris. Il y a simplement 50 logements, alors on va dire c'est pas rien, 50 logements réservés par la ville de l'île Saint-Denis sur le village pour destiner aux habitantes et habitants de la ville. Super, mais on voit bien que c'est pas beaucoup en fait. Encore une fois, par rapport à toutes les personnes délogées. Et tout ça montre bien à quel point ces Jeux Olympiques sont des événements qui sont pensés à l'extérieur des territoires et pas avant tout pour leurs habitantes et habitants, mais avant tout pour le méga-projet, parce qu'il faut qu'ils se tiennent, il faut respecter les délais, et même s'il y a un prix social et humain à payer qui au final est très important. Et pour y réfléchir ensemble et terminer cette masterclass, je vous propose de regarder cette image qui est issue de la communication de Aéroports de Paris et qui montre le jour d'inauguration du dessin des anneaux olympiques qui a été accroché au bâtiment de l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy, et où on voit sur le tarmac à la fois des bénévoles en uniforme, à la fois deux friges, ces symboles des JO géants, et dans un univers de béton déshumanisé, et en plein festival à la fois du béton et du marketing. Et en fait, en regardant cette image, je trouve ce que ça révèle, c'est que en fonction de là où on se trouve dans l'échelle sociale, en fonction de là où on se trouve dans le monde olympique et dans le monde du sport, on n'a pas la même perception des Jeux Olympiques. Qu'on soit un sprinter qui passe le mur du son, qu'on soit un bénévole qui travaille gratuitement autant d'heures qu'un salarié, ou un habitant expulsé de chez lui, la perception qu'on va avoir de Paris 2024 sera forcément très différente. Et donc, cela pour dire en conclusion que bien sûr que les JO sont une fête du sport, sont un moment collectif, que plein de gens vont s'en réjouir, et ce sera super. Mais c'est aussi un accélérateur d'inégalités urbaines et un moteur d'expansion du capitalisme immobilier. Je me permets d'ajouter que c'est aussi un marqueur démocratique inquiétant, car si on peut se passer de consulter la population pour un événement aussi important, quelle autre décision engageant une société peut alors se passer de vote et de référendum? Et cela nous permet, pour terminer, de nous demander s'il est vraiment acceptable que la candidature de la France aux JO d'hiver de 2030 se passe de nouveau sans vote, sans consultation, sans référendum, exactement comme s'est passée la candidature de Paris 2024, alors que les impacts environnementaux de ces JO d'hiver sur l'écosystème si fragile et si important des Alpes, cet impact, il va forcément être très important. Je terminerai donc sur cette question et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous propose donc toute une série de références bibliographiques pour vous faire votre propre idée à partir de ce que je vous ai présenté et pour continuer à creuser ce sujet passionnant. Donc, pour les personnes qui souhaitent creuser davantage quelques références bibliographiques, alors il y a énormément de choses publiées sur les Jeux Olympiques, donc j'ai fait une sélection très drastique concernant Paris 2024.
2024, je ne peux que conseiller Défaites vos jeux, un petit livre écrit par le collectif Liseron et qui fait tout un tour des personnes qui ont enquêté et qui se sont mobilisées autour des JO et plutôt contre, bien sûr, de 2024. Donc ça, c'est aux éditions 369. Je vous conseille également un livre du chercheur Antoine Guironnet, qui travaille sur la financiarisation de l'immobilier, avec notamment un livre qui s'appelle « Au marché des métropoles », aux éditions Les Étacs. Toujours sur Paris 2024, le collectif Saccage 2024 a publié une carte des saccages des Jeux Olympiques et Paralympiques et qui fait le tour de toutes les constructions et aménagements en Seine-Saint-Denis, mais pas uniquement, et de leurs dommages sociaux et environnementaux. En plus, c'est une jolie carte, bien dessinée, pleine de couleurs, il y a plein d'informations. Et pour terminer, pour les personnes qui lisent l'anglais, il y a vraiment une référence incontournable. C'est un livre du chercheur Jules Boykoff, qui est lui-même un ancien sportif, et qui s'appelle « Celebration, Capitalism and the Olympic Games ». Donc le capitalisme de la célébration, qui est quelque chose qu'il a théorisé et qui ramasse en fait vraiment les fondamentaux de la critique de l'économie des Jeux Olympiques. Voilà, cette masterclass est maintenant terminée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve tout de suite pour les questions-réponses. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette masterclass. Merci à toi, Jade, d'être là. Merci de m'avoir invitée. Alors là, on est à 6 semaines des Jeux. C'est quoi l'ambiance à Paris en ce moment? Est-ce que tu sens la fête arriver? Ben, pas trop. C'est-à-dire que là, à 6 semaines des Jeux, je crois que les problèmes, tous les problèmes en fait très quotidiens que la tenue des Jeux vont poser dans la vie des gens, les problèmes de transport, le fait que par exemple le centre de Paris va devenir bientôt inaccessible aux personnes qui n'ont pas le bon QR code. Des zones rouges ont été dessinées et vont faire que, alors pas tout de suite, hein, mais plus tard en juillet, il y a des zones qui seront plus accessibles par leurs propres habitants en voiture sans avoir de passe particulier. Enfin, tout ce côté un peu anxiogène, en fait, on peut le dire, hein, je crois, qui concerne la limitation de la circulation en ville, des ponts déjà qui ont été fermés, des bouts de quai à Paris qui sont fermés, et tout ça crée un énervement, ça on va dire, c'est assez classique, mais j'ai l'impression même quelque chose d'un peu anxiogène, un peu anxieux chez certaines personnes. Et l'autre chose qu'il me semble constater, ça c'est peut-être plus du côté de la Seine-Saint-Denis, lors de discussions autour des Jeux Olympiques auxquelles il m'arrive de participer ces derniers temps, c'est plutôt un sentiment d'étrangeté. Genre, ouais, ça se passe, mais on n'est pas concerné. On sait que ça va arriver, c'est bon, on est au courant, mais en fait, c'est pas pour nous. J'entends un peu cette petite musique. Oui, puis c'est des conversations peut-être un peu parisiennes, mais il y a un peu ce sentiment de « Ok, ouais, ça va arriver », mais on a l'impression que ça va pas vraiment arriver, quoi. Il y a un peu ce truc de, on voit des affiches dans le métro, préparez-vous pour les Jeux, pour les transports, etc. Mais oui, il y a ce truc de, ça ne va pas vraiment arriver, quoi. En fait, c'est typiquement la temporalité un peu, c'est l'avant, c'est juste avant. C'est je sais pas, les préliminaires, quoi, d'une certaine manière, mais c'est-à-dire que c'est tellement annoncé, c'est tellement surannoncé. C'est vrai que c'est déjà présent partout dans Paris et en Seine-Saint-Denis, partout les anneaux, partout les affiches, les pubs dans le métro, les affiches qui annoncent que bientôt, différents slogans liés à l'organisation des Jeux. Bon, on a aussi la présence des logos olympiques sur plein de produits, sur les camions de la Poste, sur les bus. Enfin, c'est vraiment cette espèce d'arrivée de plus en plus visible et en même temps, c'est quand même dans 1 mois et demi. Donc, je sais pas, il y a une espèce de latence un peu étrange qui fait que, de fait, moi, j'ai pas l'impression de sentir autour de moi ni de grande attente, ni grande colère non plus, hein, plus une sorte comme ça de fatalisme, je dirais, si je devais résumer en un seul mot. Ouais, c'est ça. Et je pense que le truc qu'on entend le plus, c'est est-ce que tu vas rester à Paris pendant les Jeux? Tout à fait. C'est vrai que la question se pose beaucoup et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a évidemment une forte inégalité entre les personnes qui ont la possibilité de partir
parce qu'elles peuvent partir en vacances, parce qu'elles ont les moyens de partir en vacances. Les personnes qui ne peuvent pas partir, soit parce que elles n'ont pas les moyens de se payer des vacances pendant l'été, soit parce qu'aussi elles travaillent en fait et elles devront travailler à ce moment-là. Alors elles devront travailler à ce moment-là. Il y a aussi tout l'enjeu des travailleurs qui vont pouvoir bénéficier de primes olympiques. Il y a eu des grèves ces derniers temps dans la fonction publique, de transport, mais aussi des services d'assainissement de la ville de Paris, pour prendre des exemples. Et là, il y a un peu le calcul de je vais être payé plus, il y aura la prime, donc pourquoi pas, je peux rester. Bon, c'est plutôt ça, en fait, effectivement, les interrogations qu'on entend. Et c'est vrai que, elles varient en fonction de où on se situe dans l'échelle sociale et en termes de revenus économiques, de pouvoir économique. Oui, c'est ça. Et en fait, notre qualité de vie pendant les JO, c'est toujours la même chose. C'est ce que tu t'expliques aussi très bien dans la masterclass. Mais finalement, ça renvoie à cette question d'inégalité. Quand dans le métro, on voit pour les JO préparés, vous faites du télétravail. Ok, très bien. Mais pour les gens qui bossent dans les bureaux, la plupart des gens, ne peuvent pas faire du télétravail. Voilà. J'ai l'impression que la façon dont ça a été géré, justement, cette organisation individuelle des JO reflète aussi ça, cette vision inégalitaire de ce que sont les JO. Inégalitaire et au fond, si on essaie de qualifier un peu, je pense, la culture idéologique qui est derrière tout ça, il y a une dimension très néolibérale, individualiste, c'est-à-dire que l'événement sportif, quand même, JO des riches, s'adresse par ses communications à des travailleurs qui seraient autonomes et libres de travailler quand ils veulent et où ils veulent. C'est évidemment complètement décalé par rapport à la réalité du monde du travail. Et là-dessus, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que il a été beaucoup question la présence de sans-papiers sur les chantiers des Jeux Olympiques pendant la construction des ouvrages, du village olympique, de la piscine, etc. Mais en fait, ce qu'on va voir cet été, c'est aussi l'énorme présence de travailleurs sans papier et de travailleurs en situation irrégulière dans les autres parties des activités économiques liées aux Jeux Olympiques. Évidemment, tout ce qui est cuisine et restauration. Évidemment, tous les boulots de livraison. Et en fait, l'inégalité entre la personne qui aura, je sais pas, traversé de l'Atlantique ou pris l'avion d'un État asiatique pour venir suivre les Jeux et s'offrir sa meilleure semaine de vacances à Paris à cette occasion et profiter au maximum de tout l'événementiel qui va se développer autour de ces Jeux. La différence entre cette personne et les travailleurs exploités de la livraison, on va pas citer de marque, mais à vélo ou autres, qui eux vont essayer de travailler un maximum pour gagner un petit peu plus que d'habitude. C'est sûr que le tableau, il va être potentiellement encore plus inégalitaire que d'habitude. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, le moment des Jeux, de ce point de vue-là, il est profondément inégalitaire. Et justement, ça me fait penser au slogan du CIO, qui est plus vite, plus haut, plus fort, déjà, voilà. Et il a été transformé en 2021. Ils ont rajouté 2 points ensemble. Donc il y a cette idée-là de l'événement inclusif. Moi, je m'interroge sur, en fait, qu'est-ce que ces méga événements-là, ce méga événement, les Jeux Olympiques en tant que tels, disent du fait qu'ils soient dépassés, qu'ils soient d'un autre temps en fait, et qu'ils essayent de faire une espèce de rattrapage de ah oui mais non en fait c'est solidaire, c'est inclusif, ne vous inquiétez pas. Alors c'est vraiment un des paradoxes de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est que d'un côté on a un discours et un marketing sportif et olympique de ce Paris 2024 dont les éléments de langage sont énormément basés sur l'inclusivité, le paralympisme, la place des femmes. On est massivement dans des quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis. Donc il y a un discours en gros hyper progressiste avec tous les éléments nécessaires à qualifier un discours progressiste dans le discours. Et une réalité qui est vraiment extrêmement loin de ces promesses. Et donc, c'est vrai que, on peut que se dire, il y a une dimension mais de greenwashing énorme, mais aussi de social washing et de
para-washing, si on regarde comment utiliser la question du paralympisme et de la situation des personnes en situation de handicap, qui est vraiment extrême, quoi. Et ce qui fait que, de fait, ça crée, je trouve, une vraie difficulté quand on est journaliste ou chercheur, chercheuse ou tout simplement observatrice, observateur de cet événement et qu'on essaie de le qualifier, de décrire de quoi il s'agit. Ça crée une difficulté parce qu'il y a vraiment tout un monde entre ce qui est raconté par les éléments de langage et la communication de Paris 2024 et la réalité de ce qu'on voit. Et la réalité de ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, dans les rues de Paris, à proximité de la porte de la Chapelle, là où a été construit l'Arena, l'Adidas Arena dont on parlait tout à l'heure dans la masterclass, ou en Seine-Saint-Denis, au bord du canal Saint-Denis, à proximité du village des athlètes ou de la piscine. La réalité de ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est quasiment tous les jours des opérations policières de destruction de campements de personnes à la rue, d'évacuation de ces campements, une très forte présence policière de ce fait, et vraiment le côté, enfin ce que le collectif le revers de la médaille. Donc j'allais en parler, oui. Voilà, qui réunit des collectifs d'aide aux personnes à la rue, d'accompagnement vers les soins, d'aide aux réfugiés, aux mineurs isolés, etc. Enfin, vraiment le travail social de rue. Donc, ils sont réunis dans le revers de la médaille et ils appellent ça un nettoyage social. Mais c'est vrai que y a vraiment ça qui se passe un peu tous les jours sous nos yeux de franciliens, quoi, et franciliennes. Et ça rend, enfin, ces coulisses, quoi, alors qu'ils sont pas massives, hein, c'est pas des milliers de personnes qui sont concernées. À chaque fois, c'est des petits groupements de personnes. Mais c'est quand même là, quoi, tous les jours, je dirais presque de plus en plus. Et c'est vrai que c'est un tout autre tableau que le ensemble. Et donc, c'est vrai que le ensemble de ce slogan révisé des Jeux Olympiques, est à la fois super de dire ça, formidable. Oui, c'est ça dont on a besoin, en plus, dans notre société aujourd'hui. C'est de plus d'ensemble, plus de cohésion. Mais c'est vraiment pas ça qu'on voit. Et je trouve que voilà, cette dimension dichotomique, quoi, des jeux rend sa réalité difficile à attraper. Et on peut voir peut-être ça aussi avec la notion d'héritage, qui est très mise en avant par Paris 2024, de dire en fait, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, on est d'accord. Il y a quand même beaucoup de CO2 qui va être émis, même s'ils considèrent qu'ils font des efforts extraordinaires et que ça sera les JO les plus écologiques de l'histoire. Bon, malgré tout, c'est quand même 1,5 et quelques millions de tonnes de CO2, donc c'est quand même énorme. Et donc ils disent, bon, plus plein de choses qui n'ont pas été prises en compte aussi dans le calcul. Plus plein de choses à prendre en compte en plus. Enfin bon, bref. Donc ils disent, mais en fait, ça va créer un moment festif. Et au fond, au bout du bout, l'argument qui reste, c'est l'argument festif, la fête populaire, on sera tous ensemble, on a besoin de se réjouir, les temps sont tellement durs, au moins on a un moment tous ensemble. Ça, c'est l'argument très fort. Et le deuxième argument qui est beaucoup utilisé, c'est il y aura un héritage. Tout ça n'aura pas été vain. Il y aura des équipements sportifs supplémentaires en Seine-Saint-Denis. Il y aura cette belle salle, Adidas Arena, à l'entrée de Paris. Il y a vraiment des ponts qui ont été construits, des routes facilitées, des pistes cyclables. Quand même, l'idée que la promesse que la ville, après les Jeux, sera meilleure, plus agréable qu'avant. Et ça, c'est ce qu'ils appellent l'héritage. Et en fait, ils en sont très fiers. Et d'ailleurs, l'héritage, c'est la traduction française de legacy en anglais, qui est une thématique que le CIO, le Comité international olympique, utilise depuis des années. C'est pas du tout une invention de Paris 2024, mais ça fait des années qu'ils disent legacy, c'est hyper important, la legacy, l'héritage de la ville organisatrice. Mais en fait, si on s'arrête une seconde et qu'on regarde ce mot avec les lunettes avec les lunettes qui sont nourries par ce qu'on voit aujourd'hui se passer, on peut aussi voir comment la notion d'héritage, elle est quand même un peu difficile, dans le sens où l'héritage, par définition, c'est inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y a les héritiers et il y a les autres. Et en général, les héritiers sont peu nombreux. Et en fait, on peut peut-être y voir, derrière l'élément de langage et le côté un peu marketing de cette terminologie, en fait, ça dit quand même quelque chose de la logique profondément inégalitaire. C'est pas pour tout le monde. Et voilà, donc les places, vu leur prix, les billets, vu leur prix, c'est pas pour tout le monde. Les JO, c'est en France, mais c'est pas pour tout le monde non plus.
le parcours de la flamme qui traverse la France aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde non plus, parce que les collectivités doivent payer 180 000 € pour que la flamme passe sur leur territoire. Et donc, en fait, cette notion finalement d'héritage et de couperet un peu monétaire est présent tout du long et donc conduit à ce qui pour moi est une des questions les plus intéressantes et les plus aussi sensibles politiquement. C'est tout ça pour qui ? La ville améliorée, mais pour quels habitantes et habitants ? L'héritage, mais pour qui ? Et en fait, si on pose la question, on commence à apporter la réponse. C'est un peu ça. C'est, dans cette idée d'héritage, je trouve qu'il y a aussi cette idée de voilà ce qu'on a bien voulu vous donner, parce que on s'adresse aussi aux habitants de 93, qui est le département le plus pauvre de France, etc. Du coup, il y a quand même cette idée-là de voilà, on a bien voulu faire quelques infrastructures qui vont vous revenir en bout de course une fois que l'événement hyper festif dont tout le monde va profiter sera passé, quoi. C'est à la fois ça, ce que tu dis, c'est-à-dire, en fait, quelque chose qui, je pense, est indispensable à l'acceptabilité sociale. Tout cet argent ne pouvait pas être dépensé uniquement pour 2 fois 15 jours d'événements. Il fallait que des choses en dur restent. Donc, ça fait partie de ce qui peut justifier, aux yeux d'une société, d'organiser un tel événement, sachant que même s'il y a un peu moins de 10 milliards d'euros de budget aujourd'hui, sont majoritairement de l'argent privé, il y a quand même pas mal d'argent public dedans, puis il y a aussi tous les coûts cachés qui ne sont pas pris en compte, enfin, je ne refais pas la masterclass, mais donc il y a beaucoup d'argent public, sachant aussi que à côté de cette dimension tribu offerte à l'acceptabilité sociale, il y a un autre élément qui est tout aussi important, il me semble, c'est le fait que de toute façon, ces aménagements, ils font partie du projet olympique. Parce que les Jeux olympiques sont des événements urbanistiques, sont des projets urbanistiques et font partie aussi de toute une galerie de grands projets qui appartiennent aujourd'hui à l'investissement immobilier international, puisque, comme on sait, le village olympique va devenir un quartier d'habitation. Autour des gros ouvrages olympiques construits, la grande piscine de Saint-Denis ou l'Arena Porte de la Chapelle à Paris, il y a des nouveaux quartiers qui sortent de terre. Donc, de toute façon, rien n'est perdu. C'est-à-dire, quand bien même il y a une dimension, on offre ça à la population, entre guillemets, avec quand même l'arrogance qu'il peut y avoir dans cette formulation, mais c'est pas juste un cadeau, en fait, c'est des investissements pour plus tard. Et donc, en fait, c'est ça qui est fascinant avec les Jeux Olympiques, c'est qu'avec cette dimension public-privé mélangée, festif et économique, populaire et en même temps très élitiste, je veux dire, à la fin, il y a quand même économiquement un investissement qui est fait et quelque chose qui se tient de bout en bout. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les JO continuent d'exister et continuent de trouver des villes pour les accueillir, quand bien même il y en a de moins en moins. Mais quand même, tout ce processus, en fait, continue parce que je pense tout simplement il y a suffisamment d'intérêts qui ont envie que ça se poursuive. On va prendre une question dans le chat. Il y en avait une qui me paraissait plutôt pas mal. Alors, c'était de Joanne South. À votre avis, pourquoi il n'y a pas eu de gros mouvements de protestation contre les JO comme ça a été le cas à Boston ? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, moi, je pense pour plusieurs raisons. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu de référendum sur les JO en France, qu'il n'y ait pas eu de consultation, qu'il n'y ait pas eu de votation citoyenne. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ait mis en débat la pertinence d'organiser ou pas ces Jeux. Je pense que ça a vraiment coupé les pattes au débat public. Pour utiliser une phrase qui n'a aucun sens. Mais ça a un peu tué la possibilité du débat. Pourquoi ? Parce que quand il y a un vote, en fait, les arguments sont mis sur la table. Les gens disent pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre, et ça permet de nourrir en fait un argumentaire favorable ou défavorable. Et il n'y a pas eu ça. Et donc, ce qui fait qu'on est passé de zéro discussion à une espèce de rouleau compresseur communicationnel avec tout le monde en faveur des Jeux, c'est-à-dire le CIO, le comité d'organisation des Jeux, le gouvernement, les élus locaux, les entreprises, les fédérations sportives, etc. Et donc, en fait, l'espace médiatique et public sur les Jeux Olympiques a été complètement saturé, en fait, par un discours hyper favorable. Et donc, il y a eu juste un tout petit coin pour les arguments contre, mais qui du coup paraissaient très décalés, très radicaux aussi par rapport à ce qu'on entend. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup joué dans le fait que
n'y ait pas eu plus de mobilisation en termes tout simplement d'accès à l'information. Après, je pense qu'il y a d'autres raisons qui sont que, se mobiliser contre les jeux, en fait, ça demande quand même d'avoir fait tout un cheminement politique, intellectuel, que plein de gens n'ont pas le temps, en fait, pas les moyens, pas la disponibilité de faire, que par ailleurs, il y a une temporalité qui est aussi difficile, en fait, en termes de mobilisation, parce qu'en fait, ça va très vite. En fait, à la fois, quand les jeux sont annoncés, on ne voit pas du tout encore les impacts sociaux négatifs que j'ai essayé de décrire là dans la masterclass. Mais après, une fois que les chantiers commencent, ça va hyper vite. Et donc, le temps qu'on comprenne quels vont être les effets de tel aménagement, telle construction, etc., c'est fini. Là, globalement, c'est 4 ans, à peu près. Oui, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus. C'est-à-dire c'est 2017, fin 2017, les JO accordés à Paris. Et donc, 2024, l'organisation, mais tout est construit depuis fin 2023. Donc, c'est vrai que c'est très rapproché. Donc là, il y a une temporalité qui est difficile. Le fait aussi que, ça, il y a beaucoup de militants et militantes qui disent ça, il y a peu de transmission de la mémoire militante anti-olympique d'une ville à l'autre. C'est-à-dire le fait que c'est pas les mêmes villes, que c'est pas forcément les mêmes langues. Que les gens, en fait, qui se sont mobilisés contre les précédentes éditions des Jeux ou contre des effets de ces Jeux, pas forcément contre les Jeux en tant que tels, mais tel aménagement, tel effet de gentrification, c'est souvent les mêmes thématiques, en réalité. Ils ont beaucoup, beaucoup milité pendant 4 ans, ils ont perdu, les années passent, ils passent à autre chose. Voilà. Toute cette, moi, je pense que tout ça a joué, et puis voilà. Et puis après, aujourd'hui, on voit bien, on est dans un moment politique qui est hyper chargé, il y a la tragédie en cours à Gaza et qui attire beaucoup d'émotions, qui suscite beaucoup d'émotions, qui suscite beaucoup de mobilisation militante de manière absolument légitime. Et c'est vrai que si on compare la tragédie qui se passe à Gaza aujourd'hui et la problématique des aménagements olympiques, ça peut paraître hyper secondaire et je dirais d'une manière tout à fait justifiée. Je serais la première à considérer qu'il y a plus grave, beaucoup plus grave aujourd'hui dans le monde que Paris 2024. Il y a bien sûr aussi la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'on est dans un moment, par ailleurs, qui est quand même hyper chargé politiquement, émotionnellement. Et tout ça fait que, donc, je pense, ça explique qu'il n'y ait pas eu ces mobilisations massives, même s'il faut quand même redire que depuis le début et encore maintenant, il y a toujours eu des mobilisations d'habitants, des mobilisations très locales, pas anti-jeu d'ailleurs nécessairement, mais contre tel aménagement ou pour proposer que ce soit fait un petit peu différemment. Il y a aujourd'hui quand même des voix qui s'élèvent contre la surveillance, les techniques de surveillance, et donc il y a ce collectif, le revers de la médaille, qui appelle à ce que, arrête ce nettoyage social à Paris. Il y a quand même des choses, mais c'est vrai que c'est un peu à la marge de l'événement. Et est-ce que tu penses, justement, notamment par rapport à cette question sécuritaire, mais est-ce que tu penses que c'est possible que durant la période de l'événement, le fait que le monde entier nous regarde, ça soit un point d'appui pour que d'autres luttes s'expriment à ce moment-là, où toute tentative va être complètement cassée par le dispositif policier qui est démentiel? Ouais, qui va être énorme. Alors, c'est vrai qu'il y a les possibilités de manifestation vont être restreintes. Donc voilà, les possibilités de manifestation seront restreintes. Donc c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est un espèce d'énorme porte-voix. Donc, n'importe quelle personne qui a envie de faire entendre sa cause, si elle peut la lier d'une façon ou d'une autre au JO, c'est sûr que c'est la promesse d'une potentielle médiatisation, sans équivalent. Mais une fois cela dit, il y aura les conditions de manif seront très restreintes, beaucoup de surveillance, on l'a beaucoup dit, beaucoup de présence policière, des énormes enjeux de sécurité qui sont encore une fois renforcés par la guerre en Ukraine et par ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est-à-dire que là, il y a plein de menaces terroristes de plein de sortes qui planent sur ces jeux, et donc c'est sûr que les services d'ordre, ils vont être sur les rangs, qu'il y a des militaires qui vont être réquisitionnés pour assurer la sécurité. Bref, pas du tout propice à faire de la désobéissance civile. Après, quand même, il y a des préavis de grève qui ont été déposés par des syndicats. Donc, en théorie, il est tout à fait possible que des grèves se produisent. Alors, est-ce que ce sera... Moi, j'ai aucune idée, des grèves perlées. Est-ce qu'un syndicat va oser, ou des syndicalistes ou des travailleurs, travailleuses vont oser bloquer
les transports à Paris, bon, ça paraîtrait là vraiment d'un niveau de rapport de force énorme, mais moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des manières de faire grève sans que ce soit si confrontationnel et si voilà, rentre dedans, quoi. Mais en tout cas, des préavis de grève ont été déposés et donc, voilà, des jours de grève sont possibles ou des heures de grève sont possibles pendant les Jeux. Voilà, mais c'est sûr que plutôt ce que j'entends de manière informelle de différents cercles militants, c'est plutôt, en fait, on va pas y aller parce que ça va être trop surveillé ou trop de risques d'arrestation. Ouais, il y avait un moment dans certains milieux militants, l'idée de on va s'inscrire en tant que bénévole et en fait, on va pas venir. J'ai un peu l'impression que ce genre de choses se sont un peu éteintes. Et puis qu'il y a eu beaucoup de bénévoles. En fait, on a été choqués de voir le nombre de personnes qui étaient prêtes à travailler en 35 heures gratuitement pour la nation. Il y a eu énormément de candidatures pour ces fonctions de bénévoles. Donc ça, je sais pas. J'ai l'impression que ça a fait un peu long feu cette idée. On verra. Après, on verra. Il peut se passer plein de trucs, mais c'est vrai que c'est pas évident qu'il y ait beaucoup de mobilisation pendant les Jeux. Je voulais revenir sur quelque chose dont tu n'as pas pu parler dans la masterclass, mais qui est dans ton livre et que je trouvais hyper intéressant, c'est la question historique de comment les Jeux Olympiques se sont créés. Oui. Avec cette guerre, on peut dire ça comme ça, entre Pascal Grousset et Pierre de Coubertin, qui donc est la personne qui a créé le CIO. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, tout à fait. En fait, c'est très étonnant cette histoire parce que en fait, on se rend compte en regardant un petit peu quelle était la nature des débats autour du sport en France à la fin du 19e siècle. C'est que en fait, au moment où Coubertin commence à lancer l'idée de reprendre cette histoire olympique, la mythologie des Jeux olympiques d'Athènes, et de retrouver ce symbole et de le réactiver pour en faire un événement sportif international. Au même moment, en fait, il y a une autre personne qui a été complètement oubliée de l'histoire, Pascal Grousset, qui était un communard et qui, en exil, suite à la sanglante répression de la Commune de Paris, se retrouve en Angleterre et en Angleterre découvre une culture sportive beaucoup plus partagée, bon alors certes quand même très élitiste, mais une pratique des sports en plein air et très très développée auprès des jeunes et en tire l'idée que mais en fait pourquoi pas organiser des compétitions sportives qui seraient comme ça très ouvertes, enfin très tournées vers les sports collectifs. Qui se passerait en plein air et donc avec un côté un peu hygiéniste, on pourrait dire aujourd'hui, c'est-à-dire un peu ça va faire du bien à tous ces jeunes de faire du sport, d'être dans la nature, je sais pas, les histoires d'aviron et tout ça avec l'imaginaire britannique. Et lui-même aussi, c'est ça qui est marrant quoi. Au même moment que Coubertin se dit mais tiens, il y avait cette histoire des Jeux Olympiques et finalement c'est un symbole hyper beau, l'Antiquité, etc. Qu'on pourrait réactiver. C'est très fort et c'est un symbole qui peut être commun à plein de pays. Voilà, évidemment, plutôt des pays occidentaux, parce qu'on est à la fin du 19e siècle, dans un cadre encore quand même très colonial. Mais bon, l'idée que c'est un peu une culture partagée de cet Occident blanc. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que politiquement, il diverge complètement de Coubertin, parce qu'autant Coubertin a une vision aristocratique des Jeux Olympiques, avec l'idée que ce soit réservé vraiment à une élite de la nation, une élite sociale, qui est aussi une élite sportive, et qu'on fait ça entre gens bien, quoi. C'est à eux de montrer le bon exemple. Voilà, au petit peuple qui pourrait les regarder. Grousset, lui, pas du tout. Au contraire, il dit il faut que ce soit gratuit. D'emblée, il dit il faut que ce soit gratuit, il faut que ce soit ouvert à toutes et à tous, mais notamment à toutes. Donc lui, il est pour que les femmes puissent participer, contrairement à Coubertin, et il est pour que ce soit organisé autour des sports d'équipe. Avec l'idée que ça puisse nourrir, alimenter un esprit collectif, le sens du collectif chez les jeunes et d'ailleurs pas forcément les jeunes. Et en fait, quand on lit un peu ce qui est raconté sur ces jeux, ça fait vraiment penser à ce qui est devenu ensuite l'éducation populaire sportive, un peu le début je ne retrouve plus, des organisations de jeunesse sportives telles qu'elles ont pu se créer au début du XXe siècle. Léo Lagrange, par exemple. Typiquement, voilà, exactement, tout ça, ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Et en plus, lui, il avait cette idée, moi, je trouvais vraiment hyper chouette, c'est que les récompenses sont collectives. Et donc, on est vraiment à l'inverse de la logique actuelle, contemporaine de
la super championne ou le super champion un peu au-dessus des autres humains qui réussit à battre des records complètement fous. Là, non, l'idée, c'est les récompenses. Elles sont collectives et on se les redonne. Et donc, il imaginait aussi en lien avec l'école. Donc, c'était les classes, par exemple, des classes pouvaient gagner une récompense et qu'ensuite, qui était remise en jeu. Donc, il y avait un truc vraiment très fair-play, très collectif. Et voilà, c'est vrai que quand on lit ça aujourd'hui, en fait, paradoxalement, ça paraît très moderne. Ça paraît très utopiste par rapport à ce que sont devenus les Jeux Olympiques. Mais en même temps, au fond, c'est hyper moderne par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui sur l'importance de l'école du dehors, de l'éducation dans la nature, de l'importance du sport et aussi de l'importance d'une d'activité sportive qui soit pas, en fait, uniquement liée à la performance. Donc, c'est vraiment un contre-modèle. C'est un contre-modèle. Et donc, le pauvre, il s'est fait balayer par l'histoire parce qu'il a quand même réussi à organiser des rencontres. Des rencontres. Mais sauf que il est arrivé à côté, derrière la locomotive Coubertin qui a tout emporté. Et puis après, c'est l'histoire qu'on connaît, la création du CIO. Et puis voilà, toute l'histoire des JO au XXe siècle. Mais c'est vrai que cette figure de Grousset, elle est émouvante pour tout ce qu'elle raconte de ce qu'aurait pu être les Jeux Olympiques et qu'ils ne sont pas devenus. C'est ça. Et puis je trouve que se dire que c'est deux Coubertin qui créent le CIO, ça en dit long aussi sur l'état d'esprit du CIO quand on regarde l'historique et qu'on regarde aussi aujourd'hui qu'est-ce que ça donne. Tout à fait. Ce mastodonte qui sont les JO, qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça, mais en fait non. Ça aurait pu être autrement. Voilà. Et donc il y a des choix très particuliers qui ont été faits, c'est-à-dire quand même les choix. Le CIO aujourd'hui, donc c'est une association, mais à son conseil d'administration s'y trouvent des grands dirigeants de grandes multinationales. C'est vraiment une instance qui est du côté du capitalisme international, globalisé, vraiment dans sa plus pure expression. Par ailleurs, avec un modèle du sport, mais ça c'est évident, vraiment vécu comme organisé autour de la performance, avec tous ces énormes enjeux d'inégalité des équipes, les unes par rapport aux autres, entre l'équipe, des équipes états-uniennes ou même européennes et des sportifs amateurs de pays du Sud global qui tentent désespérément, qui font des crowdfunding pour financer leur venue. Enfin bon, bref, c'est vraiment un choix très particulier qui a été fait. Et puis là, je reviens pas, mais sur l'histoire quand même maintenant bien connue du compagnonnage en fait entre le CIO à l'époque et les régimes fascistes, les JO de Berlin de 1936 et le CIO qui a quand même ensuite longtemps été présidé par Juan Antonio Samaranch, qui était un très proche de Franco, le dictateur espagnol. Donc c'est vrai que l'histoire politique du CIO et l'olympisme, elle est vraiment hyper marquée par cette proximité avec le fascisme des années 30, puis via Samaranch, la proximité avec les dictatures vraiment terribles européennes du XXe siècle. Et ça, je veux dire, c'est quand même important à avoir en tête parce que même si, bien sûr, aujourd'hui, Samaranch est mort de toute façon, c'est Thomas Bach qui dirige le CIO. Mais on voit bien aujourd'hui comment est-ce que cette instance est hyper frileuse politiquement, demande à la Russie de ne pas utiliser ses blasons nationaux, mais quand même les athlètes sont autorisés. Enfin, on voit comment toute discussion politique sur la portée symbolique de la présence de pays dictatoriaux ou oppresseurs est d'emblée balayée par le CIO autour de l'argument « mais non, c'est une grande fête populaire ». Enfin, là, il y a vraiment un étouffoir. Voilà, il y a un étouffoir politique qui est quand même un peu sidérant. Et là, ça pose la question de la participation d'Israël. Ce qui fait qu'on se dit que là, été 2024, avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, avec la guerre en Ukraine, pardon, je me répète, mais ça veut dire qu'on est vraiment de nouveau, alors que y avait cette vieille tradition de la trêve olympique. Que ce qui faisait l'importance des Jeux Olympiques, c'était notamment que, quand bien même il y avait des guerres qui se déroulaient, elles se suspendaient parce que rien n'était plus important que les Jeux au moment où il se produisait. Là, on voit bien que c'est complètement absurde, complètement surréaliste par rapport à la gravité de ce qui se passe. Et donc, enjeu de sécurité, on le disait tout à l'heure au moment des Jeux, mais aussi, bien sûr, cette question politique va être posée de dans quelle mesure est-ce que ces Jeux Olympiques participent à la légitimation
régimes qui sont oppressifs ou qui ont commis des massacres de masse. Et là, on a plein de pays qui sont concernés. La question d'Israël face à Gaza aujourd'hui, la question de la Russie face à l'Ukraine, la question de la Chine face au traitement du peuple ouïghour. Je prends juste ces quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Et donc, le côté un peu lessiveuse politique des Jeux Olympiques, la question va inévitablement être posée. Je reviens sur la question de la surveillance, qu'il y a quand même pas mal de messages dans le chat par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui dit la CNIL... La CNIL notamment a régulièrement alerté le législateur sur la nécessité de strictement encadrer ces pratiques. Et en fait, là, il parle exactement de la quadrature du net qui a porté plainte contre la SNCF. Sur cette question d'expérimentation, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'on peut dire, c'est que quand même le résultat est très mitigé. C'est-à-dire que certes, la CNIL demande à l'État de bien encadrer les pratiques de surveillance et les techniques de surveillance qui vont être utilisées. Ça a été fait. Résultat, loi votée l'année dernière qui autorise une expérimentation sur la vidéosurveillance automatisée, donc par algorithme, dite VSA. Donc autorisée par cette loi votée. Donc je veux dire, on est dans les clous législatifs. Sommes-nous dans les clous déontologiques ? Là, la question est quand même tout autre. Et c'est tout le combat de la quadrature du net qui ne cesse d'alerter sur les dangers liés à ces techniques de surveillance algorithmique, parce que déjà, il y a un passif de ces technologies, puisque toute technologie, par définition, est faillible. Et donc, font des erreurs, reconnaissent des personnes qui ne sont pas censées être les personnes. Alors, je dis reconnaissent les personnes. Là, la loi de l'année dernière, de 2023, a exclu la possibilité d'utiliser ensemble les technologies de reconnaissance faciale et les technologies d'identification, et la vidéosurveillance algorithmique. Donc, ça ne peut pas être utilisé ensemble. Mais pour autant, la loi de 2023 crée une possibilité d'expérimentation pour cette VSA qui court jusqu'en mars 2025. Donc, quand même, c'est loin après la fin des Jeux, puisque ça se termine en septembre 2024, comme chacun sait. Et donc, eux défendent ça en disant « Ah, mais c'est parce que c'est pour avoir le temps de faire un retour d'expérience ». Mais on sait d'expérience, pour le coup, que toutes ces expérimentations-là, pardon, je dis beaucoup d'expérience, mais on sait historiquement que toutes ces expérimentations de surveillance et vidéosurveillance, en fait, très souvent, elles se traduisent en routinisation et banalisation des techniques utilisées. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que on a beaucoup parlé, en tout cas dans la masterclass, j'ai beaucoup parlé des investisseurs immobiliers, du capitalisme urbain, etc. Mais il y a un autre capitalisme qui est à l'affût, c'est le capitalisme du sécuritaire. Le capitalisme de la surveillance et de la vidéosurveillance et de toutes ces technologies de surveillance, lui aussi, en fait, il est dans les starting blocks. Parce qu'un moment comme les JO, c'est un moment de vitrine exceptionnel pour ces technologies. Donc, c'est sûr que derrière, il y a un lobbying très important. Il y a des groupes, des entreprises, des industries, en fait, qui puis il y a n'attendent que aussi ça. une question d'acceptabilité aussi, puisque j'ai l'impression que c'est aussi une demande des gens de dire oui, ok, on va recevoir 16 millions de personnes, mais on veut être en sécurité. Donc... Alors, c'est là où il y a évidemment une bataille politique entre les demandes de sécurité et qui sont notamment portées par certains maires. On peut penser au maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui a profité aussi des JO de cette occasion-là pour considérablement augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance dans sa ville. Donc là, même pas en VSA, en vidéosurveillance classique, mais bon, ça a beaucoup augmenté. Donc d'un côté, et en face, toutes les personnes qui s'inquiètent en fait des effets attentatoires à la vie privée et encore une fois aux erreurs. Alors même si les technologies progressent beaucoup, mais souvenons-nous du fait qu'en 2012, attentat à Londres. Et à ce moment-là, en fait, il y a un homme qui a été tué par la police parce que supposément reconnu sur une caméra de vidéosurveillance comme étant l'auteur présumé de ces attentats, alors qu'en fait, c'était pas du tout lui, c'était pas du tout la bonne personne. Enfin, bon, alors c'était il y a longtemps, les technologies ont évolué, mais c'est quand même important. C'est quand même une erreur historique qui montre bien à quel point les technologies sont faillibles. Et donc là, il y a un combat classique, mais qui est quand même important en démocratie, entre défenseurs des libertés publiques et tenants du tout sécuritaire
qui sont beaucoup moins regardants sur le respect des droits des personnes. C'est ça. Y compris les plus vulnérables, parce que c'est toujours les mêmes qui sont potentiellement les plus impactés. Oui, alors j'avais lu, je ne sais plus où, parce que j'ai lu beaucoup de choses, mais peut-être que c'était, il me semble que c'était le revers de la médaille justement aussi, qui disait qu'ils avaient observé aussi beaucoup plus de contrôle, notamment de jeunes hommes noirs. Là, ces derniers temps aussi, il y a tout cet effet-là, en fait, une espèce d'effet de pied dans la porte qui donne un peu droit à plein de choses, et notamment aussi qui est symbolisé par cette idée que on fait des lois sur les JO avec des lois qui courent en fait jusqu'en 2025. On se demande pourquoi, mais voilà. Oui, bah donc bah c'est sûr que l'expérimentation, enfin bon, sur le sécuritaire, il y a une dimension expérimentation. Sur le côté nettoyage social, pardon d'utiliser cette expression. Qui est vraiment terrible pour ce qu'elle dit, mais là, ce qu'on peut se demander, et là je le formule comme une question parce que pour moi la réponse n'est pas claire à ce stade, c'est dans quelle mesure il y a un effet d'aubaine pour l'État et pour certaines communes, c'est-à-dire profiter des Jeux Olympiques pour enfin obtenir l'évacuation du squat qui était voulu depuis longtemps, enfin obtenir l'évacuation de tel campement, par exemple de personnes en situation de dépendance voulu depuis longtemps, parce que comme tout d'un coup, il faut que Paris soit belle, qu'il n'y ait pas de problème, enfin que ce soit au nom d'arguments de sécurité, d'arguments d'image, ou profiter de la police qui est là, etc. Voilà, on peut se poser la question, mais c'est vrai que c'est en tout cas, si c'est ça qui se passe, en tout cas, ce qui est sûr, c'est toutes ces évacuations de personnes qui se passent aujourd'hui et qui ne se passeraient pas, ça tout le monde le dit, sans les JO, une sorte d'augmentation. Il y a toujours des squats qui sont expulsés, bien évidemment, et toujours des campements de personnes à la rue ou de réfugiés qui sont détruits par la police, ça c'est sûr. Là, ce que disent quand même tous les acteurs de terrain, c'est qu'il y a une recrudescence de ces actions d'évacuation. Donc il y a un effet JO de toute manière. Il ne faut pas dire que les JO sont responsables de tout, mais là, il y a quand même un effet en termes d'événements, enfin de moments qui manifestement utilisés par les autorités pour le faire. Et donc, voilà, c'est aussi des formes d'expérimentation. Et c'est vrai que ce qui est frappant, je trouve, c'est qu'à la fois, c'est un peu médiatisé grâce au travail du collectif Le Revers de la Médaille. Ça suscite pas non plus beaucoup de mobilisation contre. Il n'y a pas d'énormes manifs contre l'évacuation des mineurs isolés ou des travailleuses du sexe. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on est à un moment de société où ces choses sont possibles sans que ça fasse trop de remous. C'est sûr. Et il y a les jeunes mineurs isolés qui sont à la Maison des Métallos, notamment, qui a été un petit peu médiatisé, mais qui est aussi en lien avec les JO, d'ailleurs. Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté... Alors, effet d'aubaine de l'autre côté, si je puis dire, même si on ne peut pas du tout comparer, sur aussi avoir une caisse de résonance par l'aspect olympique en disant pas de logement, pas de JO, enfin tout ça, mais oui, ça participe tout à fait de ce même moment, qui a un moment qui, de ce point de vue-là, est quand même très brutal pour des personnes très précaires. Et encore une fois, et sans proposition de solution, parce que c'est ça le vrai problème, en fait. Oui, tout à fait. Des personnes évacuées sans logement et sans relogement. Et ça, c'est tout le système aussi des bus qui ont été utilisés pour vider tout un paquet de squats, en fait, et accompagner les personnes en dehors de Paris. Les sas d'hébergement régionaux, voilà. Comme ils appellent ça. Voilà. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là. On s'arrête là, Jade. Est-ce que je peux donner un petit Tu vas nous parler, rendez-vous effectivement, et puis aussi des recommandations que tu n'as pas pu donner dans la masterclass, qui sont sorties entre-temps aussi. Merci pour de que me vous puissiez rappeler continuer à vous informer sur le sujet. Oui, parce que tout à fait, en plus des références déjà données dans la masterclass, c'est vrai qu'entre-temps, il y a une revue très chouette qui s'appelle la revue Z, qui est sortie et qui est consacrée aux enjeux du sport dans le 93,
avec des enquêtes de terrain, des reportages au long cours, des entretiens, et qui montrent bien à la fois l'envie, le besoin de sport dans 93, les initiatives politiques de ouf qui se passent, hyper intéressantes, anti-validistes, anti-racistes autour du sport, enfin, qui montrent bien l'effervescence politique, populaire, très chouette autour du sport dans le 93, tout en montrant aussi les effets inégalitaires et excluants des aménagements olympiques. Donc la revue Z, vraiment hyper intéressant. Rien à voir, mais intéressant d'une autre manière, je trouve, le livre de Bernard Thibault. Donc Bernard Thibault, c'est l'ancien secrétaire général de la CGT et c'est aujourd'hui le vice-président de la charte sociale des Jeux Olympiques. Donc c'est une des personnes qui a tenté au maximum d'établir des critères sociaux pour les travailleurs sur les chantiers qui soient plus respectueux de leurs droits. Bon, il y a toute une discussion qu'on n'a pas le temps d'avoir sur est-ce que ça a réussi ou pas, mais il a publié un bouquin qui s'appelle « Dans les coulisses des JO » et en fait, je le recommande aux éditions de l'Atelier et je le recommande parce que c'est pas du tout un livre langue de bois. C'est-à-dire, il décrit plein de problèmes auxquels ils ont été confrontés, des renoncements, des échecs, aussi des choses qui ont été réussies, mais vraiment, je trouve c'est hyper intéressant. Voilà, 2 petits conseils supplémentaires. Et je voulais aussi partager une date, un rendez-vous le 6 juin à la Cité Fertile à Pantin, le collectif Le Revers de la Médaille, dont nous avons parlé, qui organise une rencontre à 18h autour du thème « Un an de nettoyage social avant les Jeux Olympiques » et auquel ma collègue de Mediapart, Faiza Zerouala, va participer et auquel moi je participerai aussi pour continuer à parler du livre, donc le 6 juin à 18h à la Cité Fertile. Eh ben super. Je rappelle aussi qu'à Blast, on a fait aussi un super sujet focus avec Revers de la Médaille qui parle de toutes ces questions un petit peu plus en détail si jamais ça vous intéresse. C'était il y a 3 semaines à peu près. Merci Jade d'être venue. Merci beaucoup. Merci pour cette masterclass et merci à vous aussi d'avoir posé vos questions dans le chat. On se dit à bientôt.